Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors-jeu Capital, 125e numéro aujourd'hui pour revenir sur évidemment la défaite hier du Paris Saint-Germain pour son premier match officiel de la saison 2021-2022. Défaite lors du Trophée des Champions contre Lille, défaite 1-0 à Tel Aviv. On va revenir évidemment sur le match, sur ce qui s'est passé, sur les choix de Pochettino et son plan de jeu, sur les nouvelles recrues qui ont apporté comme Hakimi et Wijnaldum. Et ensuite, après le débrief du match, on passera sur le dossier Mbappé qui n'en finit plus d'alimenter la page Mercato, partira pas. On discutera de tout ça juste après le match. Et pour parler de tous les sujets qui vont nous intéresser aujourd'hui, je vais vous donner l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, Mousse qui est avec nous, sans la casquette parce qu'il est passé chez le coiffeur. Comment ça va, Mousse ? Salut Hugo, salut tout le monde. Bah écoute, ça va, ouais, ça va. Oui, Bon, je suis passé chez le coiffeur, effectivement. Petit rafraîchissement. beau dégradé comme d'habitude, bien travaillé. Oui, ça va, c'est pas mal. Bon, j'ai vu des commentaires très positifs sur ta présentation lors du dernier podcast, Mousse. J'ai vu que Oui, tu les connais, ils sont gentils, mais malheureusement, je n'ai pas le talent de Grande Hugo, donc mais on essaye de se démerder. Hein. tu as été bon et ça a été salué par les gens qui nous suivent. Donc voilà, moi je me joins à eux pour dire que tu as été très bon dans la présentation avec Alex De Castro qui était notre invité la dernière fois et qui a été très bon aussi. Donc on espère qu'il reviendra évidemment avec nous. Je suis très flatté, merci beaucoup. C'est partagé. Pour terminer, pour compléter la bande, Yacine Amned également qui est avec nous. Ça va Yass ? Salut à tous, ouais, ça va, merci. Oh, tu t'es remis un peu du match quand même, la nuit a fait son effet ou pas ? Ouais, c'est le premier match, on récupère un peu plus vite. Il n'y a pas encore d'enchaînement. Et enfin, pour terminer la bande, il nous fait son retour. Ça fait plusieurs podcasts qu'il n'était pas avec nous et il nous avait manqué. Et en plus, il y a une grande performance de Mauro Icardi, donc il va pouvoir nous en parler. Clément Pernia, pour faire un comparatif avec Edinson Cavani. C'est Clément Pernia qui est avec nous. Comment ça va, Clément ? Ça va, je comptais même pas en parler en plus, mais c'est gentil. Par contre, j'ai une remarque quand même. Tu as fait beaucoup d'éloges sur Mousse, mais Yacine, il a été mauvais la dernière fois ou... Non, mais Yacine, j'ai pas besoin. Il est tellement excellent et il est salué et loué à juste titre par tous les gens qui nous suivent que j'ai pas besoin de lui faire. Et t'inquiète pas, on lui dit en perso sur le groupe WhatsApp. Il sait Yass tout le bien que je pense de lui, évidemment. Et je peux le dire devant. Je peux dire qu'Yass c'est toujours. Pas besoin de le dire. Voilà. C'est bon, la pommade, c'est bon. La pommade, ça, c'est et Clément, tu sais, c'est comme Kaylor Navas. Quand on n'en parle pas, c'est qu'il fait un bon match. Tu vois, c'est pareil. Et Clément, et moi, je suis très heureux aussi de te revoir, Clément, parce que je sais que tu travailles énormément et que tu as pas. Des fois, tu as des problèmes d'emploi du temps, mais ça me fait plaisir que tu sois là avec nous aujourd'hui. Moi aussi, malgré notre défaite au football ce matin, ça me fait plaisir d'être avec toi et avec vous cet après-midi. Ah, parce que vous avez perdu en plus ? Oui, on a perdu. Oui, pour préciser, ouais, on avait un match de foot ce matin au Five Paris 13 et malheureusement, on ne peut pas gagner à tous les coups. Et là, c'était défaite aujourd'hui, donc voilà, on n'est pas dans un bon mood, Clément. Là, vous n'étiez pas coaché par Yacine, c'est pour ça. Maintenant, il nous suit. Bon, après, vu le niveau de ce matin, c'était du niveau district, donc tu aurais pu t'occuper de nous, Yacine. Bon, parlons de ce match quand même. On va parler de cette défaite du Paris Saint-Germain, 1-0 pour le premier match officiel de la saison, je le disais, 2021-2022. Et première défaite pour les hommes de Mauricio Pochettino, c'était contre Lille à Tel Aviv. Jocelyn Gourvenec pour son premier match avec le LOSC, premier match officiel qui a remporté le trophée pour la première fois d'histoire de Lille. Et c'est aussi la première fois qu'un autre club que le Paris Saint-Germain remporte le trophée depuis 2012. Où en sonné, c'était Lyon face à Montpellier. Paris qui était privé évidemment de nombreux cadres en attendant le retour de ses internationaux Neymar, Verratti, Mbappé, Marquinhos, encore Di Maria, mais le Paris Saint-Germain qui n'a pas su trouver la faille ni profiter de sa grosse domination en seconde période pour revenir au score. Première question, Yacine, allez, je vais commencer avec toi. Comment expliquer cette défaite ? Est-ce que c'est le fait des nombreux absents côté parisien ? Est-ce que c'est le fait que Lille a aussi, on va dire Jocelyn Gourvenec, il le dit aussi, a repris la suite de Christophe Galtier ? Et c'est le match un peu qu'on avait vu, un match retour au Parc, la victoire de Lille 1-0. Ils ont été efficaces et après ils ont été solides derrière. Comment tu l'expliques, cette défaite ? Il y a évidemment ce que tu as dit parce qu'il faut en tenir compte, c'est-à-dire que Lille a très peu bougé, même s'ils ont perdu 2 milieux de terrain, mais bon, voilà, c'est des joueurs qui étaient déjà là, donc il y a déjà des automatismes, des repères. Gourvenec l'a dit avant le match qu'il ne voulait pas trop toucher, qu'il restait un peu sur ce qui avait été fait, qu'il allait amener au fur et à mesure quelques retouches, voilà, donc oui, effectivement, il y a une avance. Maintenant, c'est trop facile de dire ça parce que moi, j'ai lu toute la semaine un peu partout, et notamment sur Twitter, les supporters du PSG, puisque nous, on a fait un papier il y a une dizaine de jours sur les possibles concurrents du PSG. Quand j'ai mis Lille,
dedans, on avait pris plein de tweets en nous disant ah, vous mettez Lille avec des smileys, je rigole, c'est une blague. Bah, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, donc l'inverse. Lille, il paraît que c'est faible, il paraît qu'il n'y a plus rien, il paraît que Galtier est parti et que ça va être. C'est pas un concurrent. Donc, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, ah bah non, finalement, c'était très fort. Donc, déjà, ça ne tient pas la route. La deuxième chose, c'est que il y a l'histoire des cadres qui manquent. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Évidemment qu'il manquait des joueurs très importants. Maintenant, quand on regarde la compo du PSG de départ, ne me faites pas croire que ce n'est pas une équipe de Ligue 2 qui a été alignée. Il n'y a quand même que des joueurs dont les transferts déjà. Je peux la redonner si tu veux, Yacine, pour ceux qui Ouais, nous avec Keller Navas au goal. La défense, Kimpembe, qui est revenu quand même tard pour faire la préparation, mais il n'avait que 10 jours d'entraînement dans les pattes et qui a été titularisé au poste défenseur central, accompagné de Thilo Kehrer. Achraf Hakimi pour ses débuts en match rencontre officielle à droite. Abdou Diallo qui dépannait côté gauche. Eric Dinaé Bimbe qui a été prêté à Dijon la saison dernière et qui a joué beaucoup pendant les matchs de préparation. Danilo, qui lui, pareil, est revenu tard pendant la préparation. Ander Herrera et l'attaque de devant à 3 avec Kalimundo à droite, Draxler et Mauro Icardi. Mauro Icardi qui avait fait une très bonne préparation aussi. Voilà, donc c'est pas une équipe de Ligue 2. C'est une équipe qui tient la route. Après, c'est évidemment pas la meilleure équipe du PSG, il n'y a pas de problème. Mais c'est une équipe qui tient la route. Donc, moi, ce qui me dérange le plus, c'est le contenu, encore une fois. Moi, j'ai rien vu. Donc, je ne vais pas tout dire d'un coup, parce qu'on va y aller au fur et à mesure. Mais entre les matchs de préparation et là, moi, je suis désolé. Aujourd'hui, je ne vois rien. Donc, moi, je veux bien qu'on m'explique, Pochettino, il n'a pas son groupe, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Mais les principes de jeu, ce n'est pas le groupe qui les détermine. C'est le coach qui met en place quelque chose. Et au fur et à mesure où tu vas voir tes joueurs qui vont revenir, ils vont s'intégrer dans ce projet de jeu-là. Aujourd'hui, moi, j'en vois pas. Les 4 matchs amicaux, on a dit, enfin les 4-5, c'est des matchs amicaux. Voilà, des matchs de reprise, il y a beaucoup de jeunes. Au fur et à mesure, il y avait moins de jeunes, mais il n'y avait toujours rien. Ah, voilà, c'est la concrétisation. Et les 25 dernières minutes, c'est plus pour moi de la réaction du PSG qui a voulu essayer de revenir, plus que quelque chose de construit. Et évidemment, le dernier point, c'est le coaching, encore une fois. Voilà. 71e vers Inaldoum. Et après, on est au-delà de la 80e pour les 2 derniers changements. Et il en fait que 3. On fera un gros dossier, une grosse partie sur Mauricio Pochettino tout à l'heure, parce que dans les commentaires, etc., on voit sur Twitter, c'est ce qui revenait le plus sur le fait qu'il n'y ait pas de plan de jeu vraiment défini de la part de Mauricio Pochettino pour cette reprise de la saison. Clément, toi, comment tu l'expliques cette défaite par rapport à ce que disait Yacine? Tu es d'accord avec ce qu'il énumère depuis tout à l'heure sur ce qui n'a pas été? En fait, je suis d'accord à 50%. Je suis d'accord sur le fait qu'on n'identifie pas un projet de jeu, qu'on ne voit pas qu'est-ce que Pochettino veut faire dégager de cet effectif, et que les joueurs doivent se fondre dans ce collectif, dans ce style de jeu, et dans cette patte que d'ailleurs on a du mal à voir depuis 6 mois. Ça, on y reviendra après. Après, ce style de jeu, il est aussi inhérent et il dépend des joueurs que tu as à disposition. Aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe du PSG, celle d'hier, tu as combien de titulaires, de futurs titulaires? T'en as quoi? T'en as un, t'en as deux, t'as Navas et Kimpembe. Et Kimpembe, on ne sait pas trop encore. Et Hakimi, évidemment. Mais le reste, c'est difficile. On va parler d'Hakimi. C'est difficile de mettre en place des principes de jeu quand ce principe dépend des joueurs que tu as sur le terrain. Ça dépend beaucoup des rapports entre les joueurs, entre Hakimi et les milieux de terrain, entre les latéraux et les milieux de terrain. Aujourd'hui, dans cette équipe hier, tu avais Draxler qui n'est plus là. Tu avais Icardi, on ne sait pas trop s'il va rester. Kehrer, je pense qu'on y reviendra. Mais c'est la débandade. Donc, je veux bien. Je suis d'accord avec Yacine. Et moi, je serai toujours dans mes justifications. Il n'y aura jamais d'excuses. On n'a pas à se cacher. La défaite, elle n'est pas justifiée par les absents. Il y avait des joueurs professionnels sur le terrain. Il y avait des internationaux, des mecs qui ont gagné, qui ont un palmarès conséquent. Et tu ne peux pas te planquer, surtout quand tu es le PSG, quand tu as ce budget, quand tu as ces joueurs, derrière les absents. Mais dans le jeu proposé, tu es obligé de prendre en compte la vague d'absence. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est dommage, même. Alors, évidemment, la préparation est différente selon les joueurs, mais Kimpembe, Mbappé est revenu en même temps que lui. C'est même presque dommage que Mbappé n'ait pas joué ne serait-ce qu'une demi-heure hier. Donc voilà, je pense que Yacine a raison sur la patte Pochettino. On a du mal à la voir. On a du mal à voir ce que le PSG va proposer, vers quoi le PSG se dirige cette saison. Mais ce vers quoi le PSG se dirige, ça va dépendre du système. Ça aussi, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on va jouer avec 3 derrière, 4 derrière, 4-2-3-1 ou 4-3-3, bref. On ne sait rien en fait. En fait, c'est un gros point d'interrogation ce PSG. Il y a eu 1 mois et demi de préparation, on ne sait pas trop où il va. Mais ça dépend aussi des joueurs qu'il y aura à disposition. Hier, malheureusement, tout le monde est fautif. Donc les absents, évidemment, ce n'est pas de leur faute parce qu'ils n'étaient pas là. Et Pochettino, parce qu'il n'a pas fait les bons choix, parce qu'on n'a rien vu dans le jeu qui se dégageait. Donc c'est un peu tout, en fait.
c'est un peu tout, mais je ne suis pas aussi rédhibitoire que Yacine sur les joueurs présents et les joueurs absents. De toute façon, après avoir questionné Mou sur son analyse du match, on ira directement sur Mauricio Pochettino parce que je pense que c'est le dossier sur lequel on a le plus de choses à dire. Mousse, toi, ton analyse de la défaite hier? Quelques regrets parce que en face, tu as une équipe, comme l'a dit Yacine, qui avait très peu bougé, qui avait quand même pas mal, il y avait quand même de la qualité dans cette équipe. Et malgré tout, ok, Lille a eu quelques occasions, mais pour moi, Lille ça n'a pas été un rouleau compresseur et je pense qu'ils n'étaient pas imbattables hier soir et qu'avec l'effectif qu'on avait, évidemment, qu'on aurait pu prétendre à mieux. Les joueurs, c'est vrai, ceux qui composaient l'effectif du Paris Saint-Germain n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Il y a un mix entre des intermittents du spectacle, pardon, des joueurs titulaires, des jeunes joueurs. Et c'était difficile pour le coach de composer un 11, notamment avec l'absence de dernière minute d'Idrissa Gueye. Alors évidemment, ça n'explique pas tout, mais ça restait quand même un élément important. Idrissa Gueye, il a été capitaine lors des 5 derniers matchs. Oui, il y a eu 5 matchs avant. Et il était absent, et à sa place, on a dû mettre le jeune. À chaque fois, j'ai du mal à. Dina Ebimbe, voilà, pardon. Donc ouais, des regrets, et sur la vision qu'on peut avoir de la tactique mise en place par Pochettino, c'est vrai que ça reste encore un peu flou. On avait déjà du mal à déterminer lors des matchs de préparation. Là, c'est le premier match officiel. Alors là où moi je suis inquiet, je suis pas inquiet sur toute la saison, je suis inquiet pour les premiers matchs. Parce que les joueurs vont rentrer maintenant cette semaine, on va pouvoir compléter l'effectif, mais il va y avoir au moins 2-3 semaines pour qu'ils se mettent il va falloir au moins 2-3 semaines, pardon, pour qu'ils se mettent dans le bain. Et au moment peut-être où ils vont rentrer un petit peu dans le bain, il y aura la coupure internationale, et ensuite ils vont revenir et on va enchaîner directement sur la Ligue des Champions. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui me fait un petit peu peur, c'est de revivre le début de saison qu'on a vécu la saison dernière. Écoute, Pochettino, il vient de prolonger, en tout cas, il y a son année en option qui a été levée. On va voir s'il n'y a pas de catastrophe industrielle lors des premiers matchs. J'espère qu'il va pouvoir mettre en place ce qu'il a envie avec les joueurs dont il a envie. Il a demandé des recrues, le PSG lui en a donné, des très bonnes, je pense à Hakimi notamment, et Wijnaldum qui a été intéressant lors de son entrée. Mais c'est vrai que je m'inquiète un peu pour ce début de saison. Yacine, on va parler justement directement de Mauricio Pochettino, puisque c'est, on va dire, le focus principal sur vos analyses du match. C'est vrai qu'on voyait beaucoup de réactions en disant on ne voit pas vraiment de ligne directrice, de plan de jeu clair et compris par les joueurs. Et je suis remonté à l'interview qu'il a accordée il y a quelques jours aux Parisiens, où il expliquait en fait que peu importe les absents pendant la préparation, elle devait permettre de donner des bases techniques et un fond de jeu à tous les joueurs. Et hier, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu quand même il y a eu beaucoup de critiques en plus depuis son arrivée sur le banc par rapport au jeu proposé, depuis qu'il est arrivé en janvier. Et hier, on n'a pas beaucoup vu d'amélioration dans la créativité, dans les actions collectives, les attaques placées. Et même s'il manque des cadres, tu as quand même la qualité sur le terrain pour proposer autre chose. Et je rajoute aussi que quand il y avait, il y avait Neymar et Mbappé, on disait aussi par rapport au jeu proposé par Pochettino, ah mais ils vampirisent les ballons, du coup c'est difficile d'avoir un plan de jeu. Là, hier, ils n'étaient pas là, donc tu pouvais quand même proposer autre chose, et on n'a pas vu mieux, alors que tu n'avais pas les joueurs qui vampirisent ces ballons-là d'habitude. Donc est-ce qu'il y a une inquiétude à avoir, Yacine, par rapport au jeu proposé, ou vraiment tu penses un peu comme Clément en disant que quand les internationaux vont revenir, ça pourra réenclencher une dynamique et vraiment il pourra mettre ce qu'il veut en place? Alors, la première chose, je vais être clair tout de suite. Moi, je suis pas là à dire Pochettino dehors, remplacez-le, virez-le. On est à la première. Si, quand même. Non, parce qu'en fait, tu vois, quand tu regardes un peu les débats, le problème, c'est qu'il n'y a plus de juste milieu. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui te disent, bon, finalement, il n'arrive à rien, il faut qu'il dégage. Et il y a ceux carrément qui te disent, comment vous pouvez parler de Pochettino dès le premier match, il manquait plein de joueurs. Voilà. Il y a un juste milieu à trouver entre tout ça. Pour moi, le juste milieu, il est où? Il est, premièrement, le système. Alors, on sait qu'aujourd'hui, les systèmes sont moins importants que l'animation. Tu joues jamais en 4-3-3 pendant 5 matchs. Tu fais un premier match officiel, tu poses un 4-3-3. Donc déjà, alors moi, je veux bien, il n'y a pas de problème. Et avec des joueurs pas à leur poste. Voilà, donc ça, première chose. La deuxième chose, je reviens sur les principes de jeu. Je continue de dire que oui, évidemment que c'est sûrement plus facile de poser des principes de jeu avec Paredes, Verratti, Wijnaldum prêt, Mbappé, Neymar, peut-être Ramos, Hakimi avec un vrai latéral gauche de l'autre côté qui fait la même chose, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus.
Maintenant, tu as quand même une équipe qui est compétitive, voilà, qui reste correcte, avec des joueurs qui ont quand même été achetés certaines sommes pour certains. Donc, tes principes de jeu, on ne les voit pas. Est-ce que Paris, aujourd'hui, sur les 5 matchs, plus le match officiel, est-ce que quelqu'un peut me dire que cette année, Paris est parti pour jouer en transition, en contre-attaque, bloc bas, bloc haut, en possession? Est-ce qu'on va chercher l'équipe adverse dès la perte de balle? Moi, je ne sais pas. Voilà. Le truc, c'est qu'hier, tu peux très bien te dire, nos principes, c'est d'aller chercher à la perte de balle tout de suite, la fameuse récupération dès la perte de balle, les 3-6 secondes, etc. Tu peux le mettre en place. Après, ça fonctionnera sûrement moins bien qu'avec tous les cadres qui manquent. Mais tu es quand même capable de le faire. Là, tu ne le fais pas. Hier, tu décides à un moment donné de demander à Danilo, déjà qui n'a que 10 jours d'entraînement, et de demander à Danilo de revenir se situer entre les deux centraux pour relancer. Et, attends, ça veut dire que tu demandes à Danilo de faire. C'est Danilo qui fait partir ton jeu. Mais à un moment donné, il faut juste être cohérent avec ce que tu as. À la limite, ok, comme l'a dit Clément, il manque beaucoup de joueurs. Tu as ces joueurs-là, alors propose autre chose. Viens pas m'inventer un truc avec Danilo qui va relancer. Et sur tout ce qui se passe en fait depuis le début, moi j'ai l'impression qu'en réalité, il y a Pochettino qui a préparé pendant 6 semaines là, une équipe en disant on va travailler athlétiquement, vous allez être prêts et vous allez jouer en fait. En gros, faites un foot. Et quand les autres vont revenir, on va passer aux choses sérieuses. Voilà. Moi, pour moi, c'est ça l'impression que j'ai. Et c'est ce qui me dérange. Parce que cette problématique-là, elle est que si tes principes de jeu ne dépendent que des 7-8 gros joueurs, moi, j'en conclus une chose, c'est que cette année encore, s'il y a 3 absents, tu ne proposeras plus rien. Puisque tu n'as pas de principe en dehors de ces 8 joueurs-là. Voilà. Moi, je veux une équipe qui a des principes collectifs tout le temps. Et évidemment que je sais que s'il y a 3 absents, oui, ça fonctionnera un peu moins bien. Mais en tout cas, tu pourras proposer quelque chose qui reste dans ce que tu as fait. Et la dernière chose, pour terminer là-dessus, c'est sur les jeunes. On parle souvent d'intégrer les jeunes et tout. Mais comment tu veux demander à un jeune de s'intégrer dans quelque chose qui n'existe pas, en fait? Tu vois, tu le mets jamais dans de bonnes dispositions. Et après, on va te dire, oh, Dinaï Bimbe, laisse tomber, il était à Dijon, mais ça ne tient pas la route. Garbi, vous avez vu, dès que c'est un match officiel, ça ne tient pas la route. Ben oui, mais tu vas demander à quoi? Dinaï Bimbe, hier, c'était à lui de prendre le jeu à son compte à un moment donné parce que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut être sérieux 2 minutes. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, Pochettino, même dans son attitude, il y avait pour moi cette sensation de dire, bon, ok, il y a 6 semaines, il n'y a pas les cadres, on va y aller. Et quand il y aura tout le monde, on va passer aux choses sérieuses. Et le problème, c'est que l'année dernière, ton début de saison, il te coûte entre guillemets, ta saison, même si tu as eu plein d'occasions encore. Mais en tout cas, ton début de saison, il te fait mal. Ce serait dommage de recommencer la même chose, alors que tu as quand même, encore une fois, un groupe qui tient la route. Voilà. Pas en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, tu dois être capable de proposer quelque chose. Et surtout, dans son interview d'après-match, il a dit qu'il y avait des plus belles choses à aller chercher cette saison. Mais bon, tu as quand même un titre que tu as perdu face au champion en titre de la saison dernière. Et dernière chose, ce que tu as dit sur son interview, c'est lui qui parle de principe. Oui, c'est lui. À partir du moment où il dit, même sans les cadres, on doit poser des principes, moi, je vais dans son sens. À un moment donné, je ne vais pas tout le temps, tu vois, c'est lui qui le dit, ben voilà, assume. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de la ressortir, parce que Clément, on en parlait justement de l'interview du Parisien, c'était à peu près la chose la plus intéressante à ressortir, parce que sinon, il y avait quand même pas mal de banalités. Et c'est vrai qu'Yacine, en plus, en parlait. Nous, en plus, dans le podcast, on sert à ça aussi, à apporter de la nuance. C'est pas genre Paris perd un match, il faut virer Pochettino, et Paris gagne 4-0, Pochettino est le meilleur entraîneur du monde. Donc, justement, on est là pour rétablir un peu les faits, ce qui s'est passé hier, et expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Toi, Clément, comment tu juges par rapport à la compo qu'il a alignée, les changements qu'il a fait, le fond de jeu qu'on n'a pas vu hier? Je suis content qu'Yacine ait parlé de l'attitude à la fin, parce que moi, c'est ce dont je voulais parler. Dans son interview au Parisien, Pochettino a aussi dit qu'il fallait faire plus d'efforts, il fallait être exigeant, peut-être un peu plus exigeant, que ce soit à l'entraînement ou en match. Mais pour m'écarter un peu de Pochettino, les joueurs qu'il y a sur le terrain, est-ce qu'ils ont le profil pour être exigeants? Est-ce qu'ils ont le profil pour faire les efforts? Alors, j'aime pas me focaliser sur des mecs en particulier, mais hier, Kehrer, Draxler, Icardi, ils savent même pas s'ils seront là déjà. Ils savent même pas s'ils seront là. Ils savent qu'ils seront sûrement remplaçants, mais ces mecs-là, ils peuvent pas s'inscrire dans ce que Pochettino dit dans Le Parisien. Icardi, il a pas fait un appel hier. Alors on sait qu'Icardi, c'est un joueur qui a besoin d'être alimenté, d'avoir peu de ballons, mais bien servi. Draxler, bon, je sais que tu l'aimes beaucoup, Hugo, mais hier, c'était son fantôme. Enfin, je veux dire, c'est plus possible. Draxler, il incarne tout l'anti
de ce que le PSG veut montrer, c'est-à-dire du caractère, de l'exigence. Lui, en fait, il est j'ai pas envie de m'acharner sur lui parce que voilà, c'est pas le Draxler, c'est pas le responsable de la situation du. T'es d'accord quand même, Clément, pour dire que Draxler, c'était quand même dans les actions offensives, c'était le plus intéressant côté PSG. C'est le seul qui frappait un peu. On est d'accord ou pas? Oui, mais c'est largement insuffisant. Draxler, à la fin du match, il te dit que Paris a fait un bon match et une belle performance. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Excuse-moi, mais c'est pas. Encore une fois, j'ai pas envie de m'acharner sur lui parce que lui, il me sort des trous de nez. Donc c'est pour ça que j'en parle. Kerrer, c'est trop faible. En fait, il y a une dissonance entre les propos de Pochettino, le projet de jeu, ce qu'il veut mettre en place et ce dont Yacine parlait juste avant, l'animation, le mouvement, le système, etc. Et les gens que tu as à disposition qui ne sont pas du tout adaptés à ce projet et à ce que veut mettre en place. Donc moi, je parlais tout à l'heure des absents, je ne veux pas du tout me planquer derrière ça. Attention, encore une fois, c'est pas une excuse. Tu as une équipe compétitive hier. Certes, le LOSC avait été dans la continuité de ce qu'il avait fait la saison dernière, mais c'est pas une excuse. Mais là, tu peux pas proposer un collectif, un projet de jeu avec des joueurs qui ne s'inscrivent pas dans ce projet de jeu et qui ne savent même pas s'ils seront là dans 3 semaines. Donc, c'est un peu en vrai, on va tourner en rond. C'est un peu un débat sans fin parce qu'on ne sait pas. En fait, c'est un gros point d'interrogation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux bien que Pochettino lance quelque chose, mais pour lancer, il lui faut une armée, il lui faut des soldats. Et ces soldats, soit ils sont pas au niveau, soit ils sont pas faits pour cette armée-là, ou soit ils seront pas là dans la prochaine guerre. Donc, c'est compliqué. Aussi, nous, ce qui est compliqué, c'est qu'on les a vus, les matchs de préparation, et Yacine l'a rappelé tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas vu une fois le Paris Saint-Germain jouer en 4-3-3. On avait plutôt un 4-2-3-1 ou un 4-4-2 de temps en temps avec Draxler qui tournait autour de l'attaquant devant, etc. On avait vu un Kalimundo qui a été intéressant sur certains matchs, notamment contre le FC Séville. Et là, hier, Kalimundo, on le sait qu'il y a un 9, un buteur, qui joue plutôt en poste de numéro 9, moins sur un côté. Il est aligné sur le côté. Est-ce que, par exemple, Mauricio Pochettino, justement par rapport à l'équipe qu'il avait à sa disposition, il n'a pas pu mettre un 4-4-2 comme on avait vu un peu pendant la préparation, mettre Icardi et Kalimundo et puis faire rentrer, avoir un Garbi sur le côté ou d'autres joueurs qui auraient pu être à ce poste-là. Plus sur, on va dire, sur l'équipe qu'il a alignée. Est-ce que pour toi, c'était la plus cohérente à aligner? En fait, je ne sais pas si c'était la plus cohérente, mais est-ce que le fait d'avoir un cas de Covid au dernier moment, est-ce que c'est pas ça qui lui a fait complètement changer et comme le disait tout à l'heure Yacine, quand il te manque un ou deux éléments importants, on a l'impression que Pochettino, il a plus la notice, il a plus le mode d'emploi, il sait plus comment faire. Et c'est peut-être que, tu vois, au dernier moment, il s'est dit, bon, je mets un 4-3-3 parce que peut-être que le Garbi, c'est peut-être un peu trop léger pour le mettre devant. On n'a pas vu Simons non plus, qui avait montré des choses intéressantes pourtant. Il aurait pu aussi mettre Simons derrière les attaquants. C'est quelqu'un qui au milieu peut distribuer aussi. C'est vrai qu'il avait pas mal d'options. Par contre, moi, je rejoins Clément totalement. C'était aussi un de mes arguments. C'est-à-dire que quand tu joues avec des joueurs qui seront soit transférés ou soit voués à jouer les seconds couteaux et participer aux matchs les moins importants de la saison, c'est difficile de les motiver ou en tout cas de tirer le meilleur d'eux-mêmes quand eux-mêmes ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés la saison prochaine. Et ça, Clément, il a mis dans le mille. Pour moi, ça, c'est ça. Après, est-ce que c'est de sa faute à Pochettino? Pas trop, parce qu'il n'a pas trop le choix. Hein. Il n'a pas beaucoup de choix. Il fait avec l'effectif qu'il a. Et moi, à mon avis, il s'est dit, c'est un match officiel, il y a un titre au bout, je ne peux pas me permettre de compter sur trop de jeunes. Et donc, il a mis Dinaï Bimbe parce que voilà, c'était son poste, il a joué au milieu de terrain. Et qui d'autre qu'il a mis en jeune je crois. Ah oui, avec Kalimundo. Voilà, Kalimundo qui avait quand même montré pendant les matchs de préparation une envie. Je me rappelle d'un match où il était entré, je crois que c'était le dernier. Séville. Voilà, Séville. Il était entré en jeu, il avait été plutôt pas mal. Là, il a été titulaire et effectivement, entre le fantomatique Icardi et lui qui était un peu hésitant, sur son côté, on a l'impression qu'il n'était pas très, très à l'aise. C'est un problème. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant la perte de ce trophée. Tu peux perdre un match. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas où il veut aller. Et pour faire un parallèle avec l'ancien coach, même si moi, évidemment, je n'étais pas un très, très grand fan de Tuchel, mais il faut quand même reconnaître qu'à Chelsea, assez rapidement, on a pu voir ce que lui voulait mettre en place. Et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui à Pochettino, c'est que, comme l'a dit Yacine, s'il a pas déjà quand il avait l'équipe type, c'était compliqué.
Alors, quand il y avait 1 ou 2 absents, c'était le néant total. Et c'est peut-être ce qu'a réussi à faire Tuchel avec Chelsea en arrivant. Alors, peut-être que les joueurs, ils sont plus malléables à Chelsea. Hein. C'est fort possible même. Mais tu peux même prendre l'exemple d'autres entraîneurs qui viennent d'arriver ou qui sont en Ligue 1 depuis très récemment. Je pense par exemple à Sampaoli à Marseille ou Peter Post qui vient d'arriver à Lyon. Il y a Kovac aussi à Monaco, même si parfois Kovac, il s'adapte un peu. On l'a vu face au PSG, c'était plutôt adapté à l'adversaire et il n'avait pas joué comme d'habitude. Mais voilà, on sait eux au moins, on connaît à peu près leur principe de jeu et on voit vers quoi ils tendent pour la saison prochaine. Là, pour Pochettino, c'est un peu plus compliqué. Heureusement, il y a quelques satisfactions chez les joueurs. Et puis peut-être qu'une fois qu'il aura son effectif complet, on y verra peut-être un peu plus clair. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas devin. Mais si on s'arrête à ce qu'on a vu pendant les matchs de préparation et le trophée des champions, oui, évidemment, on peut être inquiet, en tout cas pour le début de saison. Mahmoud, c'est excellent parce que je voulais faire la liaison avec Yacine sur le fait que Peter Bosz, qui vient d'arriver à Lyon, Yacine, je ne sais pas si tu as pu voir quelques matchs amicaux de l'Olympique Lyonnais, mais au moins, sur leurs matchs amicaux, certes, il y a eu des erreurs dans ce qu'ils ont voulu faire, il y a eu des manquements, mais au moins, c'est clair, le plan de jeu de Peter Bosz, qu'il a très bien expliqué dans son interview donnée au journal L'équipe, qu'il avait donné il y a quelques jours, au moins, c'était clair sur ce qu'il voulait montrer et mettre en place. Alors, il disait qu'il n'avait pas encore tous les joueurs, parce que le mercato de Lyon n'est pas fini pour mettre ça en place, qu'il y avait des erreurs, des manquements, à l'image de la défaite contre Porto, là où ils perdent 5-3. Mais on voit à peu près ce qu'ils veulent faire. Et c'est répété sur l'ensemble de leurs matchs amicaux. Là, hier, le problème, c'est que tu le disais, on ne sait pas en fait quel est le plan de jeu pour l'instant. On ne sait pas si ça va être de la transition. Là, hier, on a vu que c'était de la possession, mais de la position stérile, parce que Paris termine à 70% de possession de balles. Donc, c'est ça qu'on remarque depuis tout à l'heure, en fait, tous les quatre. Parce que, en fait, alors juste une petite parenthèse sur la concurrence. Pour moi, les joueurs sont quand même coupables. Alors, Clément a raison sur le caractère des joueurs et tout. Mais quand tu as la chance de débuter une préparation et que les internationaux ne sont pas là, qui vont revenir très tard, c'est justement là que tu dois dire au coach ou au club, hey, les gars, moi je compte là. Je vais vous montrer que je compte. Maintenant, effectivement. Yacine, si je peux te couper tout de suite et je te laisserai la fin, ça c'est valable dans tous les clubs sauf au PSG. Honnêtement, au PSG, quand tu es jeune, quand tu es voué à être remplaçant, c'est impossible de se dire je vais me battre et je vais prouver que, parce que de toute façon, même si tu es bon, Yacine, et tu le sais mieux que moi, tu vas retrouver ta place sur le banc. C'est compliqué au PSG d'avoir ce discours, en tout cas. Mais c'est ce que je t'ai dit, que ce soit jeune ou bien remplaçant. Ouais, bien sûr. Moi, je parle des deux cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu prouves, tu peux peut-être avoir une discussion avec le coach. Quand tu fais ce type de prestation, à quel moment tu vas aller voir le coach et lui dire, au fait, moi j'ai fait une bonne préparation, quand est-ce que j'ai ma chance? Mais là, en fait, tu fermes ta bouche. C'est-à-dire que ta chance, tu ne la mérites même pas, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est ça le problème qui me dérange, moi. C'est-à-dire que le coach, il fera ses choix, mais tu ne peux même pas les discuter. Puisque ceux qui sont là aujourd'hui, ils ne te montrent même pas qu'ils ont envie de jouer. Donc voilà. Je parle de l'attitude. Après, je comprends ce que tu dis sur l'histoire du PSG. Après, moi, je pense que c'est sur la situation du joueur. Un mec, Clément parlait de Draxler tout à l'heure. Est-ce que tu imagines, tu vois, toi, Draxler, essayer de se dépouiller pendant 1 heure et après aller voir le match? Ouais, quand même, je suis bon. On sait qu'il a baissé les bras. Et pourtant, c'est un très bon joueur. Balle au pied, il est très élégant. Parfois, il a quelques fulgurances. Mais malgré tout, regarde, comme tu le dis, il sait qu'il a au moins 1 mois, tout le mois d'août, pour prouver qu'il peut avoir sa place. Et ben, il n'a rien foutu. Ou bien par intermittence. Alors qu'il peut prendre la place de Neymar jusqu'à fin août, début septembre, facilement, tu vois. Mais bon, c'est pour ça que je dis ça me dérange. Moi, c'est cette attitude qui me dérange. Bref, pour revenir au plan de jeu, oui, effectivement, c'est vrai que sur tous les matchs amicaux, et je les inclus dedans maintenant, parce qu'il y a eu un premier match officiel où on n'a rien vu, on ne sait pas où ça va. Et moi, c'est toujours ce qui me dérange parce que j'ai l'impression, en fait, de revivre depuis plusieurs mois la même chose. En gros, j'ai des individualités qui peuvent faire la différence. Donc, en gros, je mets ma meilleure équipe du moment comme hier. C'est-à-dire que hier, quand il met Danilo, quand il met Kimpembe, bon, moi, j'en avais parlé que ces joueurs-là étaient capables de jouer peut-être 45 minutes après 10 jours d'entraînement, pas faire 1h30. Kimpembe, pour moi, il sort très tard. Il joue 1h20 quand même. Et donc, tu pouvais les mettre dedans, les inclure dans la rotation comme Wijnaldum ou les mettre titulaires et les faire sortir tôt. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, j'ai plus l'impression un peu ce qu'a dit Mousse tout à l'heure sur Pochettino, c'est, tiens, c'est un match officiel, je vais mettre Kimpembe, je ne vais pas mettre Simons et je vais mettre Simons, ou je ne sais pas comment on dit, je vais mettre Danilo parce qu'il a une expérience, une plus grande carrière, 30 ans, Porto, machin. En gros, je m'appuie sur ces certitudes-là. Et après, en gros, je me dis, bon, voilà, maintenant, allez-y.
Et hier, on le voit bien. On va en parler après plus en détail. Mais rapidement, dans le jeu, comme il n'y a rien de pensé, Kalimundo, il joue à gauche, pourquoi? Parce qu'en fait, s'il joue à droite, Kalimundo, c'est plus un genre de percussion. Donc, s'il joue à droite, il va fermer le couloir à Hakimi. Donc, c'est pour ça qu'il le met à gauche. Mais à gauche, il a du mal parce que comme ce n'est pas réellement un genre de couloir, il ne peut pas rentrer sur son pied droit. Donc, il est dans la percussion et il se retrouve sur son pied gauche. Donc, il est en galère. C'est logique. Et en fait, rapidement, dans le jeu du PSG, on a vu quoi? On a vu que tout le monde cherchait Hakimi. En gros, c'est lui qui nous fait les différences. C'est lui qui fait les bons appels, c'est lui qui est capable de centrer. Donc finalement, on va y aller et puis c'est Hakimi qui va toucher 40, 60, 80, 100 ballons parce que c'est notre seule possibilité de créer quelque chose. Parce que dans le jeu, il ne se passe rien. Tu vois? Quand Draxler rentre, personne ne le trouve. Alors encore une fois, Draxler a l'attitude et tout. Mais je veux dire, on ne vient même pas le chercher à l'intérieur pour créer quelque chose. Bon, Icardi, j'en parle même plus parce que au moins avant, il y avait les appels. On va en parler un tout petit peu après. Ouais. Au moins avant, il y avait les appels. Il n'y a même pas les appels. Et avant, on disait il n'y a pas les centreurs. Maintenant, il y a les centreurs, il n'y a même pas les appels. Donc, moi, je veux bien le défendre et expliquer que le style de jeu, mais il y a un moment donné, on ne peut plus le défendre, quoi. Donc, bref. Et en fait, donc, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce que tu te dis? Bah ouais, tu cherches Hakimi. Et Hakimi, tu vois bien qu'en plus, il a eu le Covid pendant une semaine, il a été absent. Tu vois bien qu'il a quand même du mal à finir le match dans ses enchaînements. La première mi-temps, il y va. Au fur et à mesure, ça décline. Et puis, à un moment donné, le mec, il est humain, quoi. 90 minutes à 30 degrés, alors que tu as été absent une semaine, bah oui, logique qu'on le trouve un peu moins et il ne se passe plus rien. Et d'ailleurs, les dernières occasions du PSG, à part Wijnaldum, c'est sur des coups de pied arrêtés. Comme la tête de Diallo au deuxième poteau, où d'ailleurs, je me demande comment il fait pour ne pas la mettre, mais bon, bah, ça... Voilà, donc. Tu as aussi la frappe de Draxler, quand même, qui est cadrée, la frappe puissante. En première mi-temps. C'était pas en deuxième, ça? Non, c'est en première. Sur le côté. Ah, ouais, j'étais persuadé que c'était en deuxième. Il y a une reprise de volée en deuxième période sur un centre de Herrera. Ouais. Là, elle passe à côté. Voilà, mais la vraie frappe, la sortie par le gardien, c'est en première. Ah, je crois que c'était en deuxième. Bon. Non, mais c'est vrai que tu parlais, Mousse, de Xavi Simons, Yacine de Xavi Simons, et c'est vrai qu'un joueur comme lui, qui a joué quand même pas mal de matchs de prépa, c'est quand même, tu te dis, au final, quand viennent les matchs officiels, je redeviens un joueur remplaçant qui n'aura pas sa chance, et au final, il joue 0 minutes hier. Donc c'est vrai que tu peux te sentir frustré quand même. C'est très frustrant pour les. Mais de toute façon, ça concerne tous les jeunes. C'est-à-dire que, rappelez-vous, même en 2018, quand Tourelle arrive, c'est une année de Coupe du Monde, tout le monde arrive en retard, il fait j'ai beaucoup de jeunes, et puis finalement, il retient Nkunku et Diaby. Les autres ne jouent plus. Je crois qu'Adli part, je ne sais plus si il part à Bordeaux. Enfin bref, c'est souvent comme ça. C'est très très dur quand tu es jeune d'espérer pouvoir évoluer au Paris Saint-Germain, ou en tout cas rentrer dans la rotation. Là, on parle d'El Shaddai, il va peut-être s'entraîner avec le groupe et entrer dans la rotation, quoique ça va être encore un peu difficile parce que tu as encore quand même beaucoup de défenseurs centraux. Mais que ce soit au milieu de terrain ou en attaque, c'est très compliqué. Là, on avait fait un papier sur Kalimundo en disant est-ce que finalement il pourrait pallier l'absence de Keane, puisque je pense que Keane, ça va être compliqué pour qu'il revienne. Moi, j'étais plutôt pour. Alors, on ne va pas le juger que sur le match d'hier, évidemment, on va lui laisser encore un peu de chance. Mais si Pochettino estime que Kalimundo, ce n'est pas encore du niveau assez élevé, au moins pour entrer dans la rotation, il finira par partir. Parce que si à cet âge-là, tu ne joues pas, c'est compliqué. Il a fait plus de 30 matchs la saison avec Lens. Si on lui dit là, tu vas en faire 15 peut-être en tant que titulaire et une dizaine ou une quinzaine quand tu vas rentrer 10 minutes de la fin, quand on sait les timings des changements de Pochettino, c'est compliqué pour un jeune de se mettre dedans voilà. Et je pense qu'il y aura beaucoup de jeunes qui seront déçus quand tous les titulaires reviendront. Et avant le 31 août, ils vont tous se demander. Il y en a quelques-uns qui vont se dire ouais, non, mais au moins prêtez-moi ailleurs, je m'en fous. Moi, je veux plus jouer avec les U19 ou bien faire le bouche-trou quand il y a des absents, quoi. Après, juste pour dédouaner un peu le staff, il y a aussi une question de niveau parfois. C'est vrai que voilà, on a vu il y a un truc qui est dur à Paris, c'est que déjà il y a une pression qui est supérieure. Il faut être bon tout de suite et il faut être très bon parce que l'effectif est riche, parce qu'on doit être champion, etc. Mais les jeunes qui ont été lancés, ceux qui ont été bons, ils ont eu du temps de jeu. Le problème, c'est que certains aussi n'ont pas donné satisfaction entièrement. Je crois qu'il me semble que c'était Mbesso qui avait fait un match catastrophique au Parc. Voilà, mais il n'avait pas joué à son poste, rappelle-toi Clément. Il n'avait pas joué à son poste ce jour-là. C'était dur. Voilà. Oui, non, mais attention, je ne veux pas lui tomber dessus, le pauvre. Voilà, bien sûr. Mais
même s'il joue arrière droit au lieu d'arrière central, quand tu rates toutes tes passes, à un moment donné, c'est compliqué. Dagba, qui joue quand même, qui enchaîne depuis 1 ou 2 saisons, il a du mal à s'imposer aussi. Il a eu du mal, on a vu les limites. Donc voilà, Pembele, on ne l'a pas non plus trop revu, alors pourtant il avait plutôt fait bonne impression. Malheureusement, alors ça, je pense que Yacine est plus spécialiste que moi de la question, mais il y a aussi la question de la formation des jeunes, la philosophie de jeu que tu veux leur donner. Et est-ce qu'ils sont véritablement au niveau pour s'imposer dans un club comme le PSG? Hélas, je ne suis pas sûr. Hier, il y avait un trophée en jeu malgré tout. C'est vrai qu'on devrait penser à moyen terme, à long terme, les lancer, les faire pénétrer le groupe, entre guillemets. Hier, malheureusement, un match, un trophée, et dans la logique, il y a aussi ça qui compte. Même moi, tout à l'heure, j'ai dit tout de suite, immédiatement, j'ai dit c'est con que Mbappé n'ait pas joué 30 minutes. Mais c'est vrai, parce que je pensais au trophée, je pensais à la finale, la Supercoupe, et parfois, l'exigence de résultat, l'impératif de résultat, notamment quand tu as gagné les 8 derniers trophées des champions, ça joue aussi sur la logique à moyen et long terme. Ça ne devrait pas toujours, mais c'est une réalité. Là, on pourrait carrément rouvrir le dossier sur les jeunes du PSG, parce que de tout ce qu'on dit, ça veut dire, est-ce que d'un coup, les jeunes du PSG ont raison de partir, etc., avant la fin de leur contrat aspirant à l'étranger, en Allemagne, nous auront tendu. Enfin, ça serait un autre débat. On l'a déjà eu plusieurs fois sur le podcast. Je te rappelle, Yacine, on a fait un excellent podcast dessus sur la formation des Titi parisiens, et qui était très intéressant avec Thibaut Leplat et Tripi Makonda. C'était Jean-Michel Badiane. Jean-Michel Badiane et Thibaut Leplat. Mais évidemment, Tripi Makonda a eu l'occasion déjà de parler plusieurs fois. Et d'ailleurs, on l'avait eu dans le podcast pour parler des matchs de préparation, où on avait pu parler un peu de ces jeunes qui débutent dans le groupe pro. Et est-ce que l'élément sur lequel je voulais revenir, Mousse, quand tu parlais de Kalimundo, c'est quand même que là, le Paris Saint-Germain a levé une clause pour le racheter, parce que Lens avait levé l'option d'achat, et Paris a fait activer une clause pour le ramener au Paris Saint-Germain cette année, parce qu'il il va avoir sûrement du temps de jeu au poste de numéro 9 si Moïse Kean ne revient pas et si Mauro Icardi déçoit. Donc je pense quand même que lui, ils le feront quand même assez confiance, surtout qu'il a fait une bonne saison à Lens avec 7 buts et 3 passes décisives pour une première saison en Ligue 1, c'est quand même intéressant. Et c'est un joueur, je trouve, qui est beaucoup plus utile quand il est en neuf, parce qu'il est quand même assez mobile et il vient chercher les ballons. Voilà, c'était un petit aparté. Après, c'est aussi pour peut-être pouvoir le vendre encore plus cher, parce que je crois que elle n'était pas très élevée, je crois, l'option d'achat à Lens. Et en fait, Paris a dû payer 1,5 million d'euros pour annuler la clause. Donc, Lens a été payé pour avoir fait briller leurs joueurs. Et après, ça se trouve, il jouera jusqu'à décembre. Et peut-être qu'en janvier, il sera vendu ou prêté avec une option d'achat un peu plus élevée. Parce que, comme tu l'as dit, un joueur de 19 ans qui a plus de 30 matchs en Ligue 1, c'est très intéressant. Et notamment du côté des clubs allemands, où on sait que les clubs allemands adorent ce genre de profil. Et ils sont souvent servis chez nous, au PSG. Donc, c'est aussi dans l'idée de le valoriser encore plus. Avant de passer aux éclaircies du soir, d'hier soir en tout cas, avec la bonne performance d'Achraf Hakimi et la bonne rentrée de Wijnaldum, un dernier cas quand même, un point personnel sur Mauro Icardi, sur son match, on en a évoqué un peu tout à l'heure. Mais voilà, 8 ballons touchés en première période, 4 ballons touchés en seconde. Il a joué quand même les 90 minutes. Hein. On l'attendait quand même parce qu'il avait fait une préparation intéressante. Yacine, il avait marqué 3 buts contre Séville, Chambly, Le Mans. Mais c'est quand même la grosse déception de la soirée, on va pas se mentir. Et il y avait plusieurs commentaires hier que je voulais passer sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où il disait que en fait, il n'avait rien à faire au PSG car l'équipe n'était pas faite pour lui, c'est pas le bon profil d'attaquant par rapport au jeu proposé. Quand les ballons arrivent, il est bon, mais dans un match comme hier où le PSG ne produit rien, il n'est pas capable de redescendre pour aller chercher des ballons et construire les attaques. Est-ce que tu es un peu d'accord avec ça? Oui, mais moi je serais un petit peu plus dur. Je trouve que même athlétiquement, alors que lui a un peu plus sympa, mais non, un peu plus dur. Lui, il a commencé la préparation, il n'est pas international. Donc, il a commencé la préparation, il en est à sa 5e semaine de travail. Et dans ses déplacements, moi, je suis désolé, je vois un joueur qui est plutôt pâteau, plutôt lourd. Voilà, il n'y a même pas cette vivacité. C'est-à-dire que si les ballons n'arrivent pas, mais au moins les appels, tu sens qu'il y a une vivacité, des déplacements où il fait mal. OK, mais là, il n'y a même pas ça. Donc c'est même plus une question de philosophie de jeu ou de joueurs qui ne s'entrent pas, etc. Il y a déjà un problème individuel au niveau d'Icardi. Et Icardi, pour ceux qui ont connu Deli Valdés, moi je le compare à lui. Alors pas du tout dans le style de joueur, mais en fait Deli Valdés, pour ceux qui ont connu cette époque-là, c'est un joueur quand il marquait. En fait, quand il marquait, tu lui disais il a fait un bon match. Quand il marquait pas, il pouvait vraiment passer des mi-temps entières sans toucher un ballon. Le mec n'existait pas. Pour moi, Icardi, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que là, par exemple, sur la passe de Wijnaldum, oui, s'il n'est pas en jeu et qu'il marque, tu vas dire voilà, vous avez vu. Dès qu'il y a un ballon, il marque. Mais malgré tout, pendant 90 minutes, tu ne l'as pas vu. Voilà. Et il ne te sert même pas à un moment donné
un peu en appui, un peu à garder les ballons. Voilà, donc moi, franchement, je ne sais plus quoi penser. Moi, j'en avais parlé un peu avec moi. J'ai plus l'impression que c'est un joueur qui a envie de rentrer en Italie, qui n'a pas les propositions, en tout cas le PSG n'a pas les propositions pour le laisser partir. Et il est là, et ben voilà, il est là, et puis il va faire sa vie tranquille, il est à Paris, il est bien, parce que dans son attitude, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Quand je vois son match, même si ça n'a jamais été un grand coureur ou un mec qui fait plein d'appels, quand on voit son match à Barcelone, on ne peut pas m'expliquer non plus que ce qu'on voit là, c'est normal, tu vois. Ok, il ne marque pas, ok, il n'a pas tous les ballons parce que le jeu n'est pas encore huilé, il n'y a pas les joueurs pour lui donner les ballons. Mais dans l'attitude, rappelez-vous du match à Barcelone, et l'attitude là, c'est pas possible de présenter autant de différence, en fait. Et moi, c'est ça qui me dérange. Question de motivation, Yacine. Hein. C'est une question de motivation. Hein. Voilà. Je pense que Barcelone, c'était la Ligue des Champions et que voilà, il sentait que Paris allait faire un grand match. Il a tout donné. Un peu ce qu'il faisait à l'Inter quand il était capitaine et que l'équipe tournait autour de lui. Et tu as l'impression que la Ligue 1, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Et il montre très peu de motivation face aux équipes de Ligue 1. Alors, il a marqué les 6 premiers mois. Quand il arrive, il fait une bonne demi-saison. Et puis, depuis l'année dernière, voilà, tu sens que même si hier ou avant-hier, il a mis sur son post Insta que c'était faux, qu'il ne partirait pas et qu'il serait à Paris encore pour de longues saisons. Quand tu connais un peu la communication des joueurs, il ne faut pas trop faire attention à ça. C'est aussi un moyen de dire aux autres équipes, si vous voulez me déloger, il va falloir me donner ce que je veux. Moi, je pense que c'est un garçon qui peut rebondir et très, très bien rebondir sur un retour en Italie, que ce soit à Rome, que ce soit à Turin. Moi, je suis persuadé que voilà, comme si on joue pour lui et si le jeu est fait pour lui, je suis persuadé qu'il claquera ses 25 buts par saison sans problème. Moi, je pense, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'est pas malheureux à Paris parce que qui peut être malheureux à Paris, mais voilà, je sais pas, il montre pas beaucoup de motivation, quoi. En tout cas, en Ligue 1, peut-être un peu plus en Ligue des Champions parce qu'il sait que là, on est en mode vision et tout le monde te regarde et si tu brilles, ça peut aller très très vite. Malheureusement, face à une équipe de Ligue 1, voilà, encore une fois, il n'a pas montré grand-chose. Il a eu peu de ballons. Ouais, c'est compliqué, Icardi. Hein. C'est compliqué. En même temps, c'est toujours pareil. Quand tu as un salaire comme il a, pour les sortir du club, c'est toujours compliqué. Alors, il va falloir que sinon Paris paye 60, voire 70% du salaire pour pouvoir l'évacuer. Sinon, je ne vois pas comment ils peuvent faire pour j'allais dire s'en débarrasser, c'est méchant, mais en tout cas pour le faire partir. On va pas faire une Strootman, parce que le président de Cagliari a quand même dit Kevin Strootman, il a été pris à l'OM et par l'OM, et il a dit c'est un cadeau, c'est un cadeau qu'ils nous ont fait parce qu'ils prennent 70% du salaire. Voilà, donc, t'imagines, et encore Strootman, il n'est pas au même niveau que, tu vois, c'est 4 millions par an. Tu vois. Strootman, il est entre 600 000 et pas loin de 600 000, il me semble. Hein. Il est entre 500 et 600 000. Non, je pense pas, parce que le plus gros salaire, c'était Payet, je crois, le plus gros salaire de Marseille. Non, c'est Strootman. Hein. Il avait 600 000 net, vous parlez, ou en brut net 550 000, un truc comme ça, ouais. Ah, c'est énorme, ouais. Mais après, Icardi, il a 1 million, hein, donc voilà. Ouais, mais à l'échelle des budgets entre Marseille et Paris, tu es dans la même fourchette, quoi. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Clément, est-ce que par rapport au match d'Icardi d'hier et de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, est-ce que tu penses aussi qu'il n'a pas est-ce qu'il faudra attendre l'arrivée des joueurs, etc., d'équipe type pour qu'ils soient alimentés en ballon? Ou alors est-ce que tu penses qu'il va retrouver sa place de remplaçant et qu'il n'a pas vraiment le profil pour correspondre au jeu du Paris Saint-Germain? Enfin, on parle depuis tout à l'heure qu'il n'y a pas de jeu, mais par rapport aux joueurs qui aura en tout cas le retour après août. En fait, il est super décevant parce que c'est un mec à qui on a fait la place au PSG pour s'imposer. On a viré son prédécesseur pour le mettre bien, pour le mettre dans les bonnes conditions. Il a des mecs autour qui l'entourent. Il a un bon salaire. Et là, on est en train de dire depuis 10 minutes, oh, il n'est pas heureux, il serait mieux en Italie. Mais sérieusement, enfin, on est où là? Le mec, c'est le numéro 9 du PSG. Il est entouré de Di Maria, Neymar, Mbappé. Et on est en train de dire, il ne fait pas les efforts, il ne fait pas les appels, il ne court pas, il serait mieux en Italie. Mais en fait, il faut faire machine arrière, il faut rembobiner, il faut garder l'autre qui courait comme un malade devant, comme un demeuré à faire des pressings. Ah, nous y voilà. Je me disais aussi. Non, mais c'est vrai. Nous y voilà. En fait, je voulais même pas en parler. Non, mais si, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais du coup, ça m'énerve. Non, mais ça m'énerve. Non, je vous jure, je voulais pas en parler, mais là, ça m'énerve parce que c'est lunaire. Tourelle, il parlait toujours de joueurs fiables. Joueur fiable. Mais lui, il n'est pas fiable du tout, en fait. Il n'est pas du tout fiable. On ne sait jamais quand est-ce qu'on pourra compter sur lui. Est-ce qu'il va être dans un mood, comme vous l'avez dit à Barcelone, où il court, il est sur tous les ballons, il presse, ou alors Casper, on ne sait pas, il ne sera pas là, disparition totale.
Donc c'est quand même emmerdant parce qu'officiellement, sur le papier, c'est le numéro 9 du PSG. Il est encore là, il est sous contrat, c'est le numéro 9, le buteur du PSG. En fait, le buteur, on ne sait même pas s'il sera là dans 3 semaines, on ne sait pas ce qu'il vaut, on ne sait pas quand est-ce qu'il sera bon, quand est-ce qu'il ne sera pas bon. Donc ouais, non, moi je suis super déçu. Moi franchement, je suis super déçu. Et moi, je ne sais même pas quoi vous dire. En fait, je sais même pas. Est-ce que j'attends encore quelque chose de lui? Est-ce que j'attends? Je sais. En fait, j'attends rien. J'attends rien de Icardi. Voilà. Je ne sais même pas ce qu'on peut attendre de lui cette saison. Donc on sait qu'il peut, comme contre Saint-Etienne l'année dernière, rentrer, mettre 2 buts, aller te sauver un match. Il l'a fait combien de fois? Combien de buts il nous a mis décisifs? Pas tant que ça. Hein. Il avait fait un bon classico à son arrivée. Au Parc, il en met 2, je crois. Et il a fait quelques matchs comme ça, mais il n'a pas énormément de matchs référence, Icardi. Hein. Il va falloir aussi faire le bilan à un moment donné. Est-ce que Clément, c'est parce qu'il sait aussi qu'il est plus titulaire? Il était plus titulaire avec Pochettino en fin de saison. L'attaque, c'était Mbappé, Di Maria et Neymar, tu vois. Donc, est-ce que lui aussi, mentalement, il sait que quoi qu'il arrive, de toute façon, qu'il reste, enfin, s'il était amené à rester, il sait très bien qu'il ne fera pas partie du 11 de départ, à moins que Pochettino revienne sur ses choix, mais voilà, je pense qu'il y a, encore une fois, moi je pense que c'est beaucoup une question de motivation et que soit il attend un départ avec les mêmes conditions financières qu'il a au PSG, et je suis quasiment sûr qu'en Italie, il retrouvera tout le talent qui le caractérisait avant qu'il arrive au PSG. Mais s'il reste au PSG, moi je sens que ça va être une saison à 8 buts, il va t'en mettre 2 en coupe, 4-5 en championnat, et peut-être 1 en Ligue des Champions. Mais voilà, ça va s'arrêter là, quoi. Ça dépendra aussi de si Mbappé est toujours au club fin du mois de mars. Parce que si il part tu seras content d'avoir un numéro 9 dans ton effectif. Parce que je veux bien qu'on reprenne Paquin, je veux bien qu'on garde Kelemundo, etc. Mais au bout d'un moment, il faut quand même des attaquants devant. Si tu n'as plus Mbappé, il y a quand même un recrutement. Si Sarabia part, il faudra bien recruter en plus quelqu'un devant. Ah oui, obligé. Bah, de toute façon, si tu vends Mbappé cet été. Qu'est-ce qu'il y a, Clément? Ils vont pas tous partir. Hein, parce qu'à un moment donné, Draxler, Sarabia, Icardi, Mbappé, il va falloir en garder 2-3 quand même. Parce que Draxler, il partira pas, je pense. Draxler, il y a peu de chances qu'il parte. Plus Sarabia, tu vois. Il a déjà réservé à l'Arc demain soir, il peut pas partir. Il a des réservations tous les soirs. Bon, Clément, avant que je lance Yacine dessus, allez, comme tu me disais, j'ai pas grand-chose à dire dessus sur Mauro Icardi. Enfin, tu attends pas grand-chose de lui. Je vais tenter de faire quelque chose de positif. On va parler d'Achraf Hakimi, qui, voilà, pour le coup, est une nouveauté côté 11 parisien. Il était quand même attendu, on va dire, le nouveau latéral marocain du Paris Saint-Germain. Et il a montré, on va dire, tout ce qu'il a manqué au Paris Saint-Germain au poste d'arrière droit depuis plusieurs saisons. Yacine l'expliquait tout à l'heure, c'est montée incessante, son énergie, sa qualité de centre, sa qualité technique aussi pour remporter les 1 contre 1. Il a beaucoup apporté et voilà, Mousse le disait tout à l'heure, le jeu pendait beaucoup sur la droite par justement l'énergie et l'activité de Achraf Hakimi. Ouais, on appelle ça occuper efficacement un couloir. En vrai, c'est ce qu'on attend d'un latéral et lui, il le remplit. Juste petite parenthèse, c'est dur de le juger, même s'il a fait un très bon match hier. C'est dur de le juger parce qu'un latéral, ça dépend aussi beaucoup des automatismes, avec à la fois les milieux de terrain et les mecs de devant. On va pas se mentir, il va pas beaucoup jouer avec Kalimundo et Ander Herrera cette saison. À moins d'un problème au niveau de l'infirmerie, ça devrait bien se passer normalement. Mais oui, évidemment, on le savait. Hein, on savait qu'offensivement, il propose beaucoup. C'est hyper important. Les latéraux qui se planquent et qui ne montent pas, c'est un vrai problème dans l'animation offensive. Lui, il propose. Ça ne l'empêche pas d'être là aussi derrière. Sa qualité de centre, on la connaît, elle est indéniable. Alors hier, il avait un numéro 9 qui ne faisait pas beaucoup d'appels dans l'axe, donc c'est compliqué d'être efficace en termes de centre et d'être décisif plutôt. Mais oui, il percute, il est présent, il a fait des appels, il centre, il sent le jeu, en fait, il sent le jeu, il occupe le couloir et c'est hyper important. C'est ce qu'on attend de lui. Hein. Après, tu sais, on a un passif difficile au niveau des latéraux. Hormis Juan Bernat, le pauvre, il a été blessé 1 an. Au final, c'est énormément de déception parce qu'on est très frustré d'avoir un jeu souvent offensif, souvent basé sur la transition, du moins sur les derniers mois et les dernières années, et d'avoir des latéraux qui déçoivent. Lui, je pense qu'il a complètement, lui pour le coup, il a vraiment le profil de ses nouveaux partenaires, d'un Wijnaldum, pour jouer avec un Wijnaldum, pour jouer avec un Di Maria, pour jouer avec un Neymar. Je pense que ça va très bien se passer, ne serait-ce que techniquement. De toute façon, les joueurs de ce niveau-là, ça peut que marcher en termes d'affinité. Donc évidemment, hier, il a montré les premiers esquisses de ce qu'il va nous montrer, mais je pense que c'était qu'une première salve, parce que encore une fois, dur de juger un mec qui était presque isolé hier et moi, je ne vais pas dire abandonné, mais pas loin, quoi. Clément l'a bien résumé. Yacine, c'est vrai que c'est ce qu'on attendait de lui. Évidemment, on ne s'attendait pas à être déçu.
Mais au moins, est-ce qu'un peu de nouveauté, en plus, Yacine, ça fait du bien de parler de nouveaux joueurs qui arrivent au sein du Paris Saint-Germain et surtout qui vont être très importants dans le jeu collectif du Paris Saint-Germain. Mais est-ce qu'au moins, maintenant, avec, même si on n'avait pas besoin du match d'hier pour le savoir, mais au moins on se dit, au poste de latéral droit, on est tranquille pour plusieurs saisons et ça dépendra maintenant de l'animation avec ses partenaires de devant. Mais au moins, sur le rôle d'Hakimi, sur ce qu'il peut apporter, c'est plutôt, on est tranquille côté droit maintenant. Ouais, bien sûr, parce qu'il confirme ce qu'on a vu dans les matchs amicaux à plus petite dose, parce qu'il a repris, et puis après, il y a eu le Covid, donc il s'est arrêté, il a repris après. Donc au fur et à mesure, ça va être de mieux en mieux. Les automatismes aidants, ça va être de mieux en mieux. Moi vraiment, au-delà de la technique, sa qualité de centre, etc., moi, il faut regarder, et quand on reprendra, j'espère, les minutes coach, je vais en parler parce qu'en fait, il faut regarder la qualité de ses appels. Quand est-ce qu'il les déclenche, comment il se positionne. Et en fait, il est toujours bien positionné pour recevoir le ballon. Il déclenche ses appels au bon moment. C'est-à-dire que ce n'est pas des appels pour dire je prends mon couloir, je suis déjà très haut, maintenant trouvez-moi. C'est vraiment j'attends le bon moment, un peu dans le dos du milieu excentré. Et puis au moment donné où je me fais oublier et qu'il y a de l'espace, là je déclenche. Et souvent, vous regarderez même sur le match d'hier, hein, il est un peu situé entre euh, la, la zone de la surface et la ligne de touche dans le dos. Et il est toujours jouable, c'est-à-dire qu'il a toujours 3-4 mètres pour être trouvé et avoir le temps de contrôler. En fait, c'est ça l'intelligence d'un joueur. C'est pas tout le temps d'être dans cette fameuse percussion. Je fais des appels, je fais des appels. Des appels, moi, je te prends des mecs de district là. Et ils vont t'en faire des appels, hein. Ils vont courir tout le match. Tu vas être fatigué avant eux. Par contre, ils comprennent rien au football. Mais donc, le truc, c'est ça. C'est que le mec, il sait quand est-ce qu'il déclenche. Il sait dans quelle zone il va. C'est-à-dire qu'il ne fait pas non plus tout le temps les mêmes appels. Tu as vu, des fois, il fait des appels pour rentrer vers l'intérieur, pour proposer une but, presque une solution pour finir. Et des fois, il fait ses appels côté pour recevoir, soit élargir le jeu, soit aller centrer. Et se retrouver dans des positions de 1 contre 1. Voilà. Pour moi, c'est aujourd'hui, dans cette intelligence-là, c'est tout à fait dans le profil de Bernat et dans le profil de Maxwell. Voilà. Les derniers vrais bons latéraux qu'il y a eu au PSG, avec cette intelligence de ne pas déclencher systématiquement tout, mais d'être au bon moment, au bon endroit, être capable de finir comme il l'a fait aussi dans le match amical contre Séville. Alors, il ne marque pas, mais 2 fois, il se retrouve en position pour finir. Voilà, c'est ce qu'on attend. Et moi, j'aime vraiment cette qualité de déplacement. Alors, évidemment, quand en plus derrière, tu as la technique pour faire et le contrôle et le centre, bah ouais, on attend que le retour de tout le monde pour qu'il y ait réellement quelque chose en plus pour lui, quoi. Mousse, est-ce que tu es content du match de ton compatriote marocain Achraf Hakimi d'hier? Et est-ce que aussi ça pose la question sur le fait qu'on a parlé de Théo Hernandez qui pourrait être une possible recrue côté Paris Saint-Germain? On sait que Bernat ne reviendra pas avant début mi-septembre. Ouais, mi-septembre, on va dire. Est-ce que là, on se dit quand même que d'avoir un latéral de la qualité d'Hakimi, est-ce qu'il ne faudrait pas ça à son pendant à gauche? Même si Bernat évidemment peut le faire, mais on ne sait jamais comment il va revenir de sa blessure. Ça pose aussi la question, enfin, en tout cas, du recrutement d'un arrière-gauche de cette qualité, quoi. En plus du match d'Hakimi. Déjà, avant de te répondre, j'ai envie de dire à Yacine que c'est pas très gentil pour Bernard Mendy. Voilà. Juste pour dire ça. Ah, il n'a pas joué sur en termes de latéral droit. Je critique jamais Bernard Mendy. Et Marco Serra. Oui, eux. Le pasteur. Ouais, ils ont un apport. Franchement, moi, j'étais content. À l'époque, on était content d'avoir Bernard déjà poste derrière droit. Les touches de Marco Serra. Rappelez-vous le débordement sur Roberto Carlos en équipe de France. C'était incroyable. Incroyable. Ouais, non, sûr. Bah déjà, Franck, moi qui suis d'origine marocaine, évidemment, je suis très, très heureux de l'arrivée d'Achraf Hakimi. Sur Théo Hernandez, évidemment, d'avoir le penchant d'Hakimi à gauche, ça serait formidable. Honnêtement, même s'il y a eu un intérêt, je crois que ça va être très, très compliqué pour le PSG d'aller arracher Hernandez à Milan, que ce soit au niveau du prix, et même je ne suis pas sûr que Milan veuille s'en séparer, à moins d'une offre incroyable. Déjà, Paris a mis du temps à boucler, enfin, quand je dis a mis du temps, il y a eu beaucoup de négociations avec l'Inter pour boucler Achraf à 60 et des bonus. Quand tu sais que le Milan AC, on espère entre 70 et 80, ouais, c'est compliqué. Bernat, il semblerait qu'il sera peut-être prêt fin août, début septembre, on verra. S'il est prêt 2-3 semaines avant la Ligue des Champions, ça peut le faire, en espérant qu'il n'y ait pas de rechute. Un mot aussi sur les sifflets d'Achraf Hakimi avant de parler du joueur. Je vais te lancer, Mousse, dessus, de dire un peu voilà, par rapport à ce qu'on a vu hier, qui étaient les sifflets sur Achraf Hakimi pendant tout le match, qui étaient quand même assez honteux et insupportables.
Ouais, moi honnêtement, ça m'a troublé. J'ai même beaucoup pensé encore après le match. Ça m'a vraiment gêné. Alors, il ne s'agit pas ici de faire de politique, hein. Je vous rassure tout de suite, on ne parlera pas du tout de politique. Tu peux siffler un joueur quand il a joué dans l'équipe adverse. Ça choquera jamais personne. On a vu des scènes quand Figo a signé à Madrid. Yacine, je ne sais pas si tu t'en rappelles, les Barcelonais lui avaient jeté une tête de cochon sur la pelouse. Et on a vu, mais ça, à la rigueur, ça fait partie du folklore. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, quand tu sais d'où ça vient, voilà, tu soutiens une cause qui est une cause qui, à mes yeux, est noble. Hein, il n'y a rien de mal à soutenir cette cause-là. Quand on voit le tweet d'Hakimi à l'époque qu'il avait fait sur, on va dire les mots, hein, sur son soutien au peuple palestinien, il n'y a rien d'insultant, il n'y avait absolument rien ni pour Israël, ni pour les Israéliens d'ailleurs. Oui, il avait juste mis, il avait mis Palestine. Voilà, c'est une cause qui est soutenue dans le monde entier, et particulièrement dans les pays du Maghreb, d'où il est issu. Et c'est vrai que moi, ça m'a gêné parce que ça n'a pas sa place, pas ça, en tout cas, pas. En fait, tu délocalises pour donner, pour exposer l'équipe du Paris Saint-Germain. Alors, évidemment, il n'y avait pas Neymar et Mbappé, peut-être qu'ils étaient déçus. Mais en tout cas, tu leur fais le plaisir d'aller dans leur pays, de proposer un match, c'est quand même un match officiel avec un titre au bout, et de viser qu'une seule personne, et c'était pas une partie du public. Hein. Franchement, les sifflets, on les entendait bien. Hein. C'était quasiment tout le public pour des raisons politiques. Ouais, ça m'a gêné, ça m'a vraiment gêné. Et là, par contre, où j'étais heureux, c'est que ça n'a pas perturbé en tout cas, parce qu'il a fait très peu d'erreurs. En général, quand tu es perturbé, tu vas rater un contrôle, tu vas rater une passe, tu vas le sentir tout de suite. Lui, ça ne l'a pas perturbé. Moi, je pense que ça lui a même donné un peu plus de courage. Voilà, on ferme la parenthèse. C'était juste pour dire que ça m'avait beaucoup gêné. Sur son jeu, qu'est-ce que je peux dire de plus que Clément Yacine? Effectivement, quand tu as un latéral qui est toujours bien situé, qui propose, qui fait des dédoublements, qui fait des décalages, ça, tu le voyais en général que du côté gauche et quand Bernat était titulaire. Et à droite, tu le voyais jamais. Alors que ce soit avec Dagba ou Kerrer, c'est des situations que tu as très, très peu vues au Paris Saint-Germain. Donc, il n'y a qu'une chose à faire, en fait. C'est prier pour qu'il ne se blesse jamais. Parce que si on perd Achraf Hakimi sur blessure, là, les amis, il va falloir se mouiller la nuque, hein, parce que passer d'Hakimi à Dagba, ça risque d'être compliqué. Alors, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est que Bernat revienne vite, qu'on ait vraiment deux latéraux de super niveau, même si pour moi, je pense qu'Hakimi est supérieur. Mais ça peut donner des trucs comme Bernat centre pour Hakimi qui marque. C'est des choses qu'on avait pu voir à Dortmund quand il y était ou à l'Inter quand il y était. Donc voilà, c'est une super recrue. Il n'y a vraiment pas à regretter les 60 millions qu'a mis le PSG. Il a 22 ans, il va s'inscrire dans la durée. Franchement, on ne peut qu'approuver ce transfert. Honnêtement, pour moi, c'est le meilleur transfert de l'été. Et pourtant, les autres sont pas mal non plus. Clément, je voulais rajouter un truc. Tout à l'heure, je te voyais lever la main sur ce que Non, pas du tout. En fait, j'allais sortir exactement la même phrase que Mousse en disant que si on passait de Hakimi à Dagba, il va falloir mouiller la nuque. Mais c'est juste ce que je voulais dire. J'ai des très bons auteurs, Clément. J'ai des très bons auteurs. Je sais qu'Yacine regrette beaucoup Thomas Meunier, mais franchement, Hakimi, c'est vraiment mieux. Justement, comme ça, je comprends pas. J'ai rien fait, je demande rien à personne. Le mec, il me lance des pics comme ça. Parce que ça fait longtemps que je t'ai pas vu. C'est de bonne guerre toujours. Clément, garde. D'ailleurs, j'ai le vrai maillot de Thomas Meunier chez moi à la maison. J'ose pas le mettre évidemment, mais je l'ai à la maison. Donne-le à Yacine. Clément, garde la main. On va parler d'une autre recrue qui a fait ses débuts aussi avec le Paris Saint-Germain en rencontre officielle. C'est Georginio Wijnaldum, le milieu de terrain hollandais qui a disputé l'Euro. Ouais, pas mal la prononciation. Hein. J'ai bossé. Fini le Wijnaldum dégueulasse. Voilà. On a vu, Clément, l'impact qu'il va avoir dans l'équipe parce que direct, il est rentré à la 71e minute, on le rappelle. Et on a vu direct qu'il avait apporté du lien. Il a montré sa qualité de passe. D'ailleurs, le but refusé pour Icardi, mais c'est de lui. Et il aurait même pu marquer sur corner à la fin. Enfin, en tout cas, on a vu l'impact qu'il a eu. Et on sent que lui, en tout cas dans les recrues comme Hakimi, va apporter énormément dans sa faculté entre le milieu et l'attaque, à se projeter rapidement. Et surtout, c'est un milieu qui marque. Et on l'a vu hier, il a failli marquer l'égalisation dans le temps additionnel.
Ouais. Non, c'est clair. Alors, pour être tout à fait transparent, il est rentré à la 71e, à la 79e, j'avais plus de raison. Donc, j'ai pas vu les 10 dernières minutes. Mais alors, je l'ai vu quand même une petite dizaine de minutes, Wijnaldum. Non, c'est clair. En plus, il y a deux facteurs. C'est alors déjà son talent, et en plus le fait qu'il rentre dans une équipe relativement fatiguée et avec un vrai contraste par rapport aux joueurs qui étaient là. Donc, évidemment que là, ça a tout de suite sauté aux yeux. On a tout de suite vu la dimension du bonhomme. Ouais, on le savait, on en a parlé quand il a signé. Il a un profil qui correspond complètement à ce dont on a besoin. Le mec, en fait, il est complet. Il est complet, c'est-à-dire qu'il est endurant. Donc, il a comment on appelle ça? Il est merde. Athlétiquement, il est très très bon. Voilà, je cherchais le mot. Il est à l'aise avec le ballon. Donc ça fait la diff. Il peut se montrer efficace devant le but. Il a même montré qu'il l'était par le passé. Pendant l'Euro. Évidemment, pendant l'Euro, à Liverpool, même voilà, hier il est en position de terminer. Donc évidemment que c'est un gars qui a complètement sa place dans le 11 du PSG et qui va en plus il va monter en puissance, je pense, comme les autres, à l'instar d'Hakimi. Je pense que avec les automatismes, parce que évidemment il change d'effectif. C'est un mec quand même qui a passé les dernières années à Liverpool, donc il est formaté à un système, à une manière de jouer, notamment le football à l'anglais, qui va devoir un peu mettre de côté pour se formater à la Ligue 1, au PSG, à sa manière de jouer. Mais alors là, j'ai aucun doute et aucune inquiétude sur sa faculté à s'intégrer à cette équipe, et il va énormément apporter, que ce soit dans le box-to-box, dans la dimension athlétique, dans la dimension offensive aussi, avec le ballon, parce qu'il propose et il est pas maladroit avec la balle. Donc non, c'est un vrai plus, d'autant plus qu'on l'a eu gratuitement, je le rappelle. Donc c'est vraiment du bonheur de l'avoir à Paris, ce mec. Yacine, est-ce qu'on est dans le vrai quand on dit que Wijnaldum a plus apporté dans les 20 dernières minutes que le trio? Bon, Eric Dina et Bimbe, on va pas trop lui en vouloir, mais que Herrera dans son poste de relayeur et Danilo Pereira, même s'il était plus en dessous, mais on a vu en tout cas l'impact Wijnaldum qu'il a eu directement lors de son entrée pour alimenter les joueurs de devant. Oui, bon, ça c'est clair, il a apporté tout de suite, on l'a vu dans ce qu'on l'a vu faire en plus, notamment à l'Euro par exemple, sur les derniers matchs. Euh, Après, c'est toujours pareil, moi je considère aussi qu'un joueur qui rentre comme ça, même si c'est compliqué de rentrer, il apporte aussi par sa fraîcheur, etc. Donc voilà, très bien, il a fait une bonne entrée. Moi, voilà, je ne vais pas faire plus long parce que Clément a déjà dit beaucoup de choses sur son apport. Je pense que sa vraie force à lui, c'est de ne pas se cacher et de se placer aux bons endroits. C'est-à-dire que sur la passe de Icardi, son positionnement, il n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il est bien situé, il est face au jeu, il a vu Icardi. Et donc, moi, je pense que c'est là sa vraie force, c'est sa faculté à bien se positionner. Comme je disais tout à l'heure sur Hakimi sur le côté. Voilà, c'est ces joueurs-là qui savent se mettre où il faut pour mettre en difficulté les équipes dans les interlignes, mais qui sont aussi toujours orientés, si vous avez vu, sur les 20 minutes qu'ils jouent. Alors, je vais dire un chiffre comme ça, mais je pense que 90% des ballons, il les a joués vers l'avant. Et quand tu joues vers l'avant, un, c'est que tu es en confiance. Deux, c'est que tu as plutôt envie d'aller vers l'avant et ça change des joueurs qui font les passes latérales. Et la troisième chose, c'est aussi que tu es toujours bien positionné. Donc, quand tu reçois le ballon, tu es déjà en position de jouer vers l'avant. Donc, voilà, ça correspond au descriptif qu'on en a fait depuis plusieurs semaines, qu'on sait qu'il vient. Même avant, quand Paris était déjà en contact avec lui. Voilà, j'ai envie de dire, maintenant, on n'attend plus qu'il soit prêt à démarrer un match et puis que les autres reviennent autour. Parce que je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent très très bien s'entendre avec le milieu de terrain. Notamment Hakimi, avec qui justement c'est typiquement le genre de joueur avec qui il peut bien s'entendre, parce que Wijnaldum joue quand même pas mal avec les latéraux, etc. On le voit à Liverpool, on le voyait à Liverpool avec Trent Alexander-Arnold. Quand même, il y avait une faculté à se trouver assez facilement. Mousse, avant qu'on passe sur le sujet Mbappé, un petit mot sur la rentrée de Wijnaldum. C'était une entrée intéressante, comme il a dit. Il a apporté un peu de danger. Il se place bien entre les lignes. Ça, vous l'avez dit tous les deux. Donc, ça, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Si ce n'est que, évidemment, c'était un élément essentiel de l'effectif de Jürgen Klopp à Liverpool et qu'ils ont quand même tout fait pour essayer de le garder. Ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, je pense qu'il va vraiment faire le bonheur des supporters parisiens au milieu. Maintenant, quand on aura vraiment récupéré tout l'effectif, on va voir comment Pochettino va l'utiliser avec le retour notamment de Marco Verratti. Et effectivement, pour les joueurs offensifs qui composent cet effectif,
c'est très intéressant, et aussi pour les latéraux, et notamment Achraf Hakimi. Donc oui, pareil, hein, c'est une super recrue qui est arrivée gratuitement, qui était à 2 doigts de signer à Barcelone avant que Leonardo ne réussisse à la rattraper par le col et le faire venir au Paris Saint-Germain. Alors, ouais, il y a un truc qui m'avait un peu gêné dans une déclaration qu'il a faite récemment, c'est qu'il a reconnu être un supporter de Barcelone depuis qu'il est tout petit, et tout en expliquant que ce n'était pas un choix d'argent. Donc, je trouve que c'était un peu une erreur de communication. C'est quand tu dis que tu es fan de Barcelone depuis tout petit et que tu as l'opportunité d'y aller, bah, en général, tu y vas. Et puis, je pense qu'en termes de salaire, avec Barcelone, effectivement, je pense qu'ils n'étaient pas très, très loin du Paris Saint-Germain. On va clore ce dossier. Ça reste quand même une super recrue. Maintenant, comme je l'ai dit, j'ai hâte de voir dans le 11 type comment va l'utiliser Pochettino et son rapport avec les 3 joueurs de devant. Voilà, donc super recrue. Bon, parlons je pense qu'on a tout dit sur le match, donc cette défaite du Paris Saint-Germain contre Lille lors de la finale lors du Trophée des Champions hier à Tel Aviv. Passons à un joueur qui n'était pas là hier présent sur la pelouse, mais qui a repris avec le groupe du Paris Saint-Germain. C'est Kylian Mbappé. Donc il n'a pas joué. Il y avait un tweet de Julien Ménard, je ne sais pas si vous l'avez vu, le journaliste de TF1, qui est quand même proche du clan Mbappé, qui a dit qu'il n'était pas encore prêt physiquement et que ça n'était pas lié à un futur départ imminent, son absence hier pendant le match. On s'est intéressé aussi à un article de Marca, même si évidemment on sait que les infos en Espagne sont évidemment surtout Marca, acquis à la cause du Real Madrid pour le dossier Mbappé, a sorti un article pour revenir un peu sur le dossier Mbappé en expliquant que le Real avait peut-être possiblement de l'argent de côté pour investir dès cet été pour acheter Kylian Mbappé, mais que surtout, on va dire, le point majeur sur lequel ils espèrent jouer, c'est jouer la montre et attendre donc janvier pour le signer avec une prime à la signature pour le clan Mbappé de 40 millions d'euros. Et toujours sur le Marca, que Mbappé aurait déjà informé Pochettino lors de la reprise de l'entraînement de son intention de ne pas renouveler son contrat qui prend fin en juin 2022. Bon, il y a beaucoup d'infos qui circulent sur le dossier Mbappé. Yacine, partira pas. Que faire je pense savoir à peu près ce que tu vas me répondre, mais que faire avec ce dossier qui traîne en longueur, qu'on avait dit que ce serait bien que ce soit réglé au début de l'été pour que le Paris Saint-Germain sache ce qu'il aura comme enveloppe transfert pour possiblement aussi recruter un autre joueur si Mbappé part. Tout le monde doit s'y retrouver quand même entre le clan Mbappé et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a quand même investi 180 millions d'euros sur un joueur en 2017. Il faut un renouvellement de contrat d'1 an et le laisser partir l'été prochain, ou qu'il parte maintenant. Et c'est pas le but, c'est pas de le laisser partir gratuitement en janvier. Non, ça c'est clair parce que malgré tout, c'est un joueur qui a quand même une cote, qui a un prix. Donc effectivement, ce serait dommage d'avoir investi autant pour le laisser partir libre. Parce que là, on n'est pas sur un joueur qui part libre et que tu as acheté 25 millions. Donc ça, c'est pas possible. Le prolonger d'1 an, franchement, je ne pense pas que ça arrivera parce que je pense qu'en réalité, c'est soit il prolonge au moins 3 saisons, par exemple, ou il part, quoi. Maintenant, je pense que. Alors, il faut toujours tenir compte du contexte. Effectivement, il y a eu le Covid. Parce que pour moi, l'attitude à adopter, entre guillemets, c'était un peu ce qu'avait fait Leonardo à son retour sur l'histoire de Neymar. Voilà. En gros, maintenant, écoute, tu es transférable. S'il y a un club qui est prêt à mettre 150, ciao. Voilà. Le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, tu as le Covid. Alors, il y a pourtant des clubs en Angleterre qui ont l'air d'avoir de l'argent pour investir 116 millions sur Grealish. Donc, il y a des clubs qui ont de l'argent, apparemment pas le Real. Moi, je ne sais pas, parce que le Real, c'est toujours un peu politique. Et Florentino Pérez, il aime bien ces situations aussi. À savoir, je laisse un peu le joueur en galère. Prononce-toi, mets-toi en avant, dis que tu veux rejoindre le Real, etc. Je pense qu'il n'est pas contre non plus d'attendre 1 an pour le récupérer libre. Voilà, ça ne le dérangera pas plus que ça. Maintenant, je pense que le PSG doit, à un moment donné, taper du poing sur la table. Et en fait, depuis 2 ans, Leonardo et Nasser répètent qu'il y a cette histoire de club au-dessus des joueurs, que le PSG doit devenir une institution, etc. Le PSG sort d'une finale de Ligue des Champions, perdue, Final 8, tout ça, mais c'est une finale de Ligue des Champions, et une demi-finale, d'accord? Donc, ça faisait 8 ans que tu traînais aux portes des quarts, etc., avec un passage en 8e. Tu es arrivé 2 fois dans le dernier carré, 2 années de suite, d'accord? Aujourd'hui, tu as des joueurs qui choisissent le PSG. Alors, qu'on ne me raconte pas d'histoire non plus. Oui, le PSG donne des très bons salaires, mais comme l'a dit Mousse, entre Barcelone et le PSG sur Wijnaldum, il n'y avait pas non plus 8 millions d'euros de différence par an. Donc, on ne raconte pas d'histoire. Si Wijnaldum est venu au PSG, c'est qu'il sait qu'aujourd'hui, il peut gagner des titres au PSG, il va gagner autant qu'à Barcelone, bref, voilà.
Donc à un moment donné, je crois que s'il y a un moment où tu dois passer ce cap, c'est cette année. Voilà. Mbappé, pas Mbappé. Bon, moi, j'ai déjà dit, hein, peu importe ce que je pense d'Mbappé, etc., il n'y a pas de joueur au-dessus du PSG. Moi, quand Mbappé et Neymar ils partiront, moi, je continuerai à aller au parc, je continuerai à suivre le PSG, etc. Je les ai suivis avant, je les suivrai après, je m'en fous. Voilà. Quand ils sont là, ils font leur job. Après, salut. Donc, si à un moment charnière, il est là, de dire Mbappé, pas Mbappé, si un club, s'ils estiment que c'est 150, si un club qui met 150, ciao. Voilà. On s'en fout. On passera à autre chose, on construira l'équipe autrement, on achètera un joueur, parce que 150 millions, c'est quand même pas rien. Mais faut arrêter maintenant de se mettre à genoux devant ces joueurs pour dire ouais, faut le prolonger, c'est l'image, c'est machin. Et à un moment donné, l'image, si tu gagnes la Ligue des Champions cette année en vendant Mbappé, mais écoute-moi, l'image d'Mbappé, non seulement elle est fracassée au niveau des supporters du PSG, mais ton image à toi, elle mange Mbappé. Voilà. Donc en vérité, c'est pas une question d'image. Il faut que les Qataris ils arrêtent avec cette histoire d'image de joueurs individuels. Voilà. Et je pense réellement qu'on est dans cette période-là, parce qu'en plus, on arrive début août, il reste un mois de mercato. C'est-à-dire que si tu dois à un moment donné taper du poing sur la table, c'est maintenant. Voilà. Et moi, j'espère que Leonardo le fera, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se cache un peu. Mbappé, il ne parle pas. Leonardo et Nasser, ils ne parlent pas. On entend que Leonardo, il n'est plus dans les discussions, que le clan Mbappé, ceci, que... Voilà. À un moment donné, il faut mettre les choses au clair, les gars. Voilà. Mbappé, pas Mbappé. 150 millions, ciao. Voilà. Clément, Ah bah, est-ce que tu es sur la même longueur d'onde que Yacine? je suis à 1 million de pourcents d'accord avec lui, complètement. Il y a un vrai manque de clarté et de la part d'Mbappé et de la part du PSG. Parce que le PSG, exactement comme l'a dit Yacine, ça fait 2 ans que dans France Football, dans le Parisien, dans machin, dans l'équipe, ceci, on nous dit l'institution, le PSG sera toujours plus fort que Neymar, plus fort qu'Mbappé. Et au final, ça fait 1 an on est à 1 an de la fin du contrat de Mbappé et le PSG n'a pas dit une seule seconde. Les joueurs est sur le marché des transferts. Il ne veut pas prolonger. Pourquoi Leonardo ne dit pas Mbappé ne veut pas prolonger, il ne veut pas rester au PSG? Parce qu'en plus, ça mettrait le club en position de force. Si le PSG fait ça, si le PSG dit Mbappé a eu 3 propositions de contrat, il a refusé, ça met le joueur en porte-à-faux vis-à-vis du club, vis-à-vis des supporters, vis-à-vis de l'institution, et ça met le PSG en position de force. Sauf que ça le PSG ne l'a pas fait. Le PSG n'a pas non plus dit, voilà, il reste 1 an de contrat, le joueur est sur le marché. Et de l'autre côté, Mbappé joue un peu avec les nerfs de tout le monde, je pense. Je pense qu'il joue un peu avec les nerfs du Real Madrid, si jamais il part au Real, en disant voilà, il va falloir s'activer maintenant, je suis à 1 an de la fin de mon contrat et vous voyez bien que je ne prolonge pas, donc commencer à ramener la proposition. Et en même temps, avec les nerfs du PSG, en disant, parce qu'il fait quand même des petits déclats, Mbappé. Hein. Il fait des petits déclats en disant oui, je suis un enfant d'Île-de-France, mon rêve c'est de gagner avec des champions avec le PSG, ceci, cela. Il joue double jeu, il joue sur tous les tableaux. Il ne prolonge pas, mais en même temps, il clame son amour à l'Île-de-France, il clame son amour au PSG. C'est compliqué. Après, moi, si je me place du côté du Real Madrid, en partant de l'hypothèse qu'il aille au Real, ils ont tout intérêt à ne pas bouger. Bah oui. Ils ont tout intérêt à ne pas bouger. Ils vont pas bouger maintenant, alors que dans 3 mois, voilà, comme Mousse, ils ont tout intérêt à pas bouger. Non, mais voilà, donc c'est compliqué. Je suis d'accord avec Yacine, mais j'ai peur que ça vienne d'au-dessus, Leonardo, et que Doha ait dit voilà, on veut la Ligue des Champions à 1 an de la Coupe du Monde. Quoi qu'il arrive, libre, pas libre, on garde Mbappé, vous faites tout. Et dans ce cas-là, ça met ton directeur sportif en porte-à-faux. Parce que moi, je suis archi pour aussi que Leonardo nous refasse comme il a fait il y a 2 ans avec Neymar, en prenant les devants, quoi. En ramenant 4 fois les dirigeants du Barça à la factory pour leur dire à chaque fois non, votre troc là, Dembélé, Semedo, machin, on n'en veut pas de vos trucs là. Nous, c'est 200 millions maintenant tout de suite, sinon vous l'aurez pas. Bah, faut faire pareil en fait. Faut faire pareil, mais voilà, Mbappé 150, tu t'en vas, sinon tu es 6 mois sur le banc. Et voilà. Mais le problème, c'est que je pense que Doha ne veut pas de cette situation malheureusement. Ouais, c'est vrai que Mousse, en fait, le Real est évidemment à une longueur d'avance parce que eux, ils ont tout intérêt à attendre, enfin, faire jouer la montre et attendre qu'il n'y ait pas de décision, qu'à fin août, Mbappé soit toujours au club et puis voilà, en janvier, pouvoir négocier tranquillement s'il n'y a pas d'accord de prolongation avec Mbappé. Ils sont en position de force. Ouais, il y a plusieurs choses en fait. La situation de Neymar en 2019 et Mbappé, elle est quand même différente. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Leonardo et Nasser savent très bien que le Barça n'a pas d'argent. Donc, ils ont joué un peu avec eux.
Ils savaient très bien. Par contre, s'ils avaient mis l'argent, je pense que Neymar aurait pu partir. Moi, j'avais eu un dirigeant du PSG qui m'a dit clairement, s'ils viennent avec aller à peu près le prix qu'on a payé, aller aux alentours de 200 millions, on le laissera partir. Pas de problème, parce qu'à cette époque-là, il y a eu plein d'histoires extrasportives autour de Neymar et que tu parlais de l'image du Qatar. Et c'est vrai que ce n'était pas une belle image que renvoyait Neymar, notamment au Qatar. Donc ça, c'est une grosse différence. Et la deuxième différence, c'est aussi l'âge. Mbappé, il a 22 ans, c'est un joueur d'avenir, c'est quelqu'un qui a une très belle image, que ce soit en France. Alors peut-être pas en France parce qu'il joue au PSG, mais je veux dire globalement, il a quand même une très bonne image. Le problème avec Mbappé, c'est que déjà le contact, le dialogue avec Leonardo, il a été rompu. Pourquoi ? Il faut savoir que Leonardo, ce qu'il a fait avec. Moi, j'ai toujours défendu Leonardo pour ce qu'il avait fait avec Neymar. Je suis d'accord avec toi. Je ne sais plus si c'était Clément Yacine qui avait parlé, mais en tout cas, je suis assez d'accord. Il avait tapé du poing sur la table, etc. Mais par contre, parfois, le comportement de Leonardo, il agace les joueurs. Parce que lui, il est là-dedans, Leonardo. C'est pas fin ce qu'il fait. Lui, il aimerait que le club, justement, fasse comme le Bayern ou le Real Madrid. C'est-à-dire que quand un joueur veut partir, on insiste un peu, mais s'il ne parle pas, ou si vraiment il reste campé sur ses positions, on discute avec les clubs et on le vend. Alaba, le dernier exemple en titre au Bayern, il a demandé un salaire énorme, même si c'est différent, parce qu'Mbappé, ce n'est pas du tout une question d'argent. Ça, c'est pas du tout là-dedans. Mais en tout cas, le Bayern, ils ont fait quoi? Ils ont dit, voilà la proposition, on ne bougera plus. Si tu la veux, tant mieux, on signe, on te prolonge. Si tu ne la veux pas, eh ben, salut. Sauf que lui, il était en fin de contrat carrément, il arrivait libre. Évidemment que le PSG, ils aimeraient pouvoir le prolonger et surtout qu'il ne parte pas libre, évidemment. Mais quand je vous dis que ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de personne. Mbappé, c'est qui le fait venir? C'est Antero Henrique avec Luis Ferrer. C'est deux personnes qui ont quitté le club. Deux personnes qui comptaient beaucoup pour le joueur, mais aussi pour le clan Mbappé. Le père, par exemple, Mbappé, Wilfried, était très proche d'Antero Henrique et ils sont toujours en contact et il est toujours aussi proche de Luis Ferrer qui était recruteur au Paris Saint-Germain. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui, on l'a même interviewé, je le connais un petit peu. C'est pas lui qui m'a dit ça, mais en vérité, dans le milieu médiatique, pour les suiveurs du PSG, tout le monde sait ça. Tout le monde sait qu'il y a une vraie rupture entre Mbappé et Leonardo. Et que c'est maintenant Nasser El Khelaifi, avec les ordres qu'il a à Doha au-dessus de lui, c'est à lui de trouver la solution pour le faire prolonger. Le problème, c'est que Mbappé, aujourd'hui, ce qui est sorti dans la presse, c'est vrai. Il a dit à Pochettino, dans l'état, il n'a pas dit qu'il ne prolongerait pas, mais il a dit là, tout de suite, maintenant, il n'a pas envie de prolonger. Alors, les discussions, elles vont continuer. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de communication. Je pense que les discussions elles continueront en septembre, octobre, et on verra ce qui se passera. Mais évidemment que si le PSG le laisse partir libre à l'été prochain, c'est une catastrophe financière. Parce qu'on parle des 180 millions déboursés, mais il y a aussi le salaire. Si vous multipliez par 5 ans, mais là, on est quasiment à presque un demi-milliard entre les salaires, le prix du joueur, tous les avantages qu'il a eus, etc. Et pour terminer, moi, je suis assez d'accord avec Yacine et Clément. Moi, j'adore Mbappé. Et évidemment, j'aimerais qu'il reste. Mais pour l'exemple et pour montrer à tous les futurs joueurs qui vont venir, etc., il faut que tu montres qui est le patron. Et si tu ne mets pas un timing, si tu ne mets pas le là, si tu ne dis pas à ton joueur, voilà, si, je ne sais pas moi, le 10 août, on n'a pas de réponse, on ne va pas prendre le risque de te perdre. Dis-nous avec quel club tu veux qu'on négocie et on négocie. Et on récupère de l'argent et on essaye de faire un gros coup cet été ou l'hiver prochain ou on attend l'été prochain et on se débrouille avec ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est malheureusement ce qui est incapable de faire le PSG. Et Clément, tu as tout à fait raison. Tous les entretiens qu'a donné Nasser El Khelaifi qui vont dans le sens en disant oui, maintenant nous, on ne doit rien aux joueurs. Et c'est aux joueurs, s'ils viennent au PSG, il faut qu'ils respectent le club, etc. Mais ils ne l'appliquent pas. Il ne l'applique pas. Et il y a aussi, du côté de Mbappé, la crainte aussi de se dire si j'ai peur de prolonger même de 2-3 saisons et qu'on ne me laisse pas partir. Parce qu'il a vu l'exemple de Neymar, il a vu l'exemple de Verratti, et il y a une crainte de ce côté-là. Et il y a aussi, je pense, la lassitude de la Ligue 1. C'est un compétiteur, Mbappé. Et ça, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Alors,
On va mettre de côté notre côté supporter, mais est-ce qu'on peut en vouloir à un joueur, après avoir passé 4 ans dans un championnat, d'essayer d'aller voir autre chose? Moi, je n'en voudrais pas. Mais par contre, sois clair. Ne pars pas comme ça. Remercie le club qui t'a exposé au monde entier. Tu as été champion du monde en portant les couleurs du Paris Saint-Germain et tu ne peux pas partir en 2022 gratuitement après tout ce que t'as offert le Paris Saint-Germain. Moi, c'est ça qui me gêne. Sinon, qu'il parte, moi, ça ne me gêne pas. Il faut être honnête. C'est normal qu'un joueur veuille découvrir un championnat qui est un peu plus relevé que celui de la Ligue 1. Mais sois clair, sois honnête, dis les choses et entre guillemets, ne te moque pas des supporters. Moi, c'est juste ça qui me gêne. Qu'il veuille partir, c'est la vie d'un club. Honnêtement, voilà quoi. Moi, ça ne me gêne pas. Mais voilà, sois clair et communique. Et c'est au PSG aussi d'être ferme et de mettre un timing en disant voilà, dépasser cette date, si on n'a pas de réponse de ta part, on te met sur le marché et on discute avec les clubs. Yacine, tu voulais intervenir? Non, je voulais juste rajouter un truc sur l'image, parce qu'on entend beaucoup, ouais, vous avez, notamment les supporters du PSG, ouais, s'il part gratuit, quand même, il écorne son image. Alors, je vais rassurer tout le monde. À part les supporters du PSG, son image, elle va encore plus grimper, parce que les mecs, ils vont se dire comment il vous l'a mise. Vous l'avez payé 180 et il est parti libre, mais vous ne savez même pas son image pour les supporters des autres clubs. C'est même plus, elle va exploser. C'est-à-dire que pour moi, ça va être la régalade. Donc, à part les supporters du PSG qui vont se dire c'est un chien, je vous le dis tout de suite, hein, ne croyez pas qu'il va tuer son image en partant libre. Alors là, tout ça, c'est des bêtises, mais c'est même pas la peine. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas du tout d'accord avec Yacine. D'accord, oui, ils seront contents à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, ils seront tous contents. Mais on s'en fout en fait. Lui, il veut laisser une empreinte au PSG. Il veut laisser une empreinte. C'est un mec de Bondy. Il n'arrête pas de le vendre, de le mettre en avant. S'il se fout tout le public du parc à dos, tous les supporters du PSG, mais ce sera un vrai échec en termes d'image. Lui, il s'en fout de laisser une bonne image. Mais oui, bien sûr. Mais si. Mais bien sûr que c'est Yacine. Bah si. Mais non, parce qu'en fait, lui, vous n'avez pas compris. Il s'en fiche de l'image qu'il laisse à Marseille, de l'image qu'il laisse à Lyon, de l'image qu'il laisse à Bordeaux. Lui, il veut laisser une empreinte dans l'histoire du club de l'Île-de-France, dans l'histoire du PSG. Il l'a toujours dit. S'il part libre, il va se mettre tout le monde à dos. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi là-dessus. Et en plus, juste autre chose, ça fait des mois et des années qu'il dit, souvent, il met des petits coups de pression à chaque fin de saison en disant je veux une équipe compétitive, je veux des mecs qui me permettent d'aller plus haut. Alors là, franchement, vu le mercato du PSG, il a Ramos, qui est l'une de, je pense, de ses exemples, parce que c'est un fan du Real. Wijnaldum, Hakimi, enfin, tu complètes les postes qui étaient un peu vacants la saison dernière. Et tu vas aller dans un club qui va démarrer la saison avec une charnière Alaba-Militao, sans leur manquer de respect. Ils sont très bons, hein. Mais je veux dire, c'est pas du tout, en termes de timing, reste au PSG si tu veux une équipe compétitive. Il fallait aller au Real il y a 2 ans, il y a 3 ans. Faut pas aller au Real maintenant. Alors Clément, si je peux répondre à ton argument, moi je suis assez d'accord avec Yacine sur l'image, mais pareil sur Madrid, tu dis Madrid, l'effectif, etc. Mais imaginons qu'il arriver libre l'été prochain à Madrid. Faut se rappeler que Madrid, pendant 3-4 ans, ils n'ont pas recruté un joueur. Hein. La première partie où Zidane fait le triplé en Ligue des Champions, ils mettent des sous de côté. Ils ont de l'argent de côté. Aujourd'hui, on dit qu'ils ont 200 millions. Donc l'année prochaine, Mbappé, s'il a un accord avec Florentino Pérez, tu penses bien que Pérez va lui garantir quand même qu'autour de lui, et ça va recruter. On a senti l'alchimie qu'il avait eue avec Benzema en équipe de France. Alors, ça s'est peut-être pas souvent vu sur le terrain, mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même une entente. On sent qu'il y a un vrai respect d'Mbappé envers Karim Benzema et la carrière qu'il s'est construit lui au Real Madrid. Et je pense que lui, il tend vers ça en fait. Et tu parles de recrutement du PSG, je suis d'accord. Le PSG a recruté des bons joueurs. Mais est-ce que toi, tu vois une politique sportive au PSG? Parce qu'au PSG, ces derniers temps, c'est OK, tu prends des noms qui brillent, mais tu vois, tu additionnes des noms sans forcément, avoir un projet de jeu. On en parlait tout à l'heure avec Pochettino. Pochettino, est-ce que c'est lui qui a choisi Ramos? Alors, Wijnaldum, il semble que oui, mais le reste, c'est plutôt Leonardo. Évidemment, il a dû lui en parler, il a dû les valider, tu vois. Mais moi, je pense que Mbappé, il pense autrement. Il pense construction d'effectifs pour l'améliorer, pour essayer d'aller chercher des titres importants. Et peut-être que lui, au PSG, il sent que la politique sportive, c'est plus, on cherche des noms, on les additionne. Et malheureusement, jusqu'à présent, ça n'a pas beaucoup fonctionné. Alors, vous allez me dire, oui, on a fait finale, demi-finale. C'est vrai. Mais ça, il y a d'autres équipes qui l'ont fait aussi. C'est pas extraordinaire. Nous, on a fait finale, demi-finale, après quand même beaucoup d'échecs, en étant sortis 3-4 fois en 8e de finale. Et ça, les supporters,
ils l'oublient un peu. Ils te sortent toujours l'argument, ah ouais, on a été en finale, on a été en demi-finale. Mais avant, tu as fait quoi avant? Tu n'as pas fait grand-chose. Et QSI, là, depuis 2011, en fait, tu vois. À part la période blanc où tu allais jusqu'en quart, mais tu échoué toujours lamentablement en quart. Après, ça a été un peu quand même la descente aux enfers. Et après, tu as eu des conditions particulières pour aller en finale. Je ne dis pas que ce n'était pas mérité, hein, mais c'était quand même des conditions particulières. Donc voilà, tu vois, c'est pour ça, Clément, que je te dis que Mbappé, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il y a aussi, je termine, je te laisse la parole, et il y a aussi le fonctionnement du club. Tu vois, il sent peut-être que, voilà, en termes de direction, c'est pas toujours ça. Et parce qu'il y a toujours des petites histoires extrasportives, des petites guéguerres en interne, Leonardo, machin, ceci, cela, tu vois. Et peut-être que ça a fini par le fatiguer, tout simplement. Non, je suis d'accord vraiment avec toi sur le PSG et son fonctionnement. Et je pense que tu as raison, ça doit évidemment rentrer en ligne de compte. Après, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas forcément mieux ailleurs. Voilà, on a vu le Real ces dernières saisons. Oui, bien sûr. Penser au Barça. Certes, je suis d'accord avec toi, hein, le Real, ils vont pas passer 10 ans sans rien recruter. Je pense que si Mbappé y va, ils vont aligner les millions derrière. Mais c'est pas forcément ce que proposent ces clubs-là ces dernières saisons, hormis, je sais même pas qui je pourrais citer, le Bayern peut-être. Il n'y a pas forcément un modèle, un club qui surpasse le PSG en termes de fonctionnement. Il y a des investissements qui ont été faits au PSG, malgré tout, que ce soit en termes de joueurs. À Liverpool, quand même, moi je le cite souvent, oui, Liverpool, je trouve que leur politique sportive, voilà, c'est très, très intéressant et c'est très intelligent la manière dont ils recrutent. Ils mettent de grosses sommes sur un seul joueur, mais tu sens que le joueur, on parle souvent de Van Dijk quand ils le prennent, et le gardien, c'est pareil. Quand ils le prennent, ça leur permet d'aller chercher la Ligue des Champions aussi, tu vois. C'est là où le fonctionnement il diffère, je pense, avec le club du PSG qu'on compare souvent à Madrid, où tu vas essentiellement essayer d'aller chercher des stars. Rappelez-vous de l'époque des Galactiques au Madrid, alors c'était bien, bah, ils n'ont rien gagné. Voilà. Yacine, tu voulais répondre tout à l'heure à Clément ou sur le débat en lui-même? Non, c'était juste pour terminer sur l'image. En fait, je pense qu'il y a la com et il y a le reste. Et en fait, il faut comprendre qu'à un moment donné, on est dans un joueur, je parle d'Mbappé, qui vend cette image de dire à l'Île-de-France, le PSG. Mbappé, il n'y a qu'une seule image qui compte, c'est la sienne. D'accord? C'est-à-dire que la Ligue des Champions, s'il la prend au Real, ça ne le dérangera pas plus que ça. Et l'histoire avec le PSG, en fait, dans l'absolu, s'il peut marquer le club, oui. Mais en fait, c'est pas ça qui va le retenir et c'est pas ça qui va le déranger. C'est pour ça que moi, je vous dis que, à part les supporters qui vont avoir la haine et qui vont se déchaîner, comme ça a commencé depuis une dizaine de jours là, on voit quand même beaucoup plus de messages sur les réseaux en disant ouais, à un moment donné, positionne-toi et arrête de nous saouler, arrête de faire ta capricieuse, arrête de faire machin. Eh ben, je vous le dis, il s'en fout. Voilà. S'il marque pas la Ligue 1, il a marqué la Ligue 1 en fait déjà. Il est déjà à plus de 100 buts en 4 ans. Voilà, donc. On n'est pas là, on n'est plus là-dedans, on n'est pas là-dedans. Et je pense que c'est là où il a bluffé beaucoup de monde. Mbappé, je suis désolé de dire ça, Mbappé, c'est un robot. Voilà. Sa com, elle est calculée de bout en bout. Voilà. Donc, il a vendu des choses aux gens. Et il y a des gens qui commencent à se dire, tiens, finalement, attention, ce qu'il a dit. Et je termine là-dessus. Pour ceux qui connaissent son passage dans sa période de formation, en fait, il y a plein de gens qui ne sont pas choqués de ce qui se passe. Voilà. Il ne faut pas tout dire. Il y a déjà un entraîneur qui a assez parlé de toute façon sur ce qu'il a vécu à Monaco. Il ne peut pas tout dire. Mais Mbappé, ce qui se passe là, pour ceux qui le connaissent depuis longtemps, c'est pas un truc de ouf. Hein. Voilà, c'est pas on se dit, tiens, d'un coup, Mbappé, il a des réactions bizarres. Non, c'est Mbappé. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai, je ne sais plus qui avait dit ça, mais sur Twitter, il avait passé des tweets en disant qu'à la fin de sa formation avec Monaco, il était déjà. C'est Bruno Herles qui l'a formé. Oui, il avait au centre de formation. Il a eu un conflit avec lui. Et à la fin de l'année, quand le club a dû faire un choix, c'est Bruno Herles qui a quitté le club. Ouais. Donc voilà, on terminera là-dessus pour le dossier Mbappé. Voilà, on verra évidemment les informations qui tomberont dans les prochaines semaines s'il y a quelque chose qui bouge. En attendant, il est toujours au Paris Saint-Germain, il poursuit la préparation et il devrait être présent pour le premier match du Paris Saint-Germain le week-end prochain contre Metz, samedi à 17h, il me semble, le match. C'est samedi à 17h que le Paris Saint-Germain joue. Je crois que c'est samedi 21h, je crois, contre 3. Samedi 21h, oui. Oui, c'est à 3, c'est à 3. C'est à 3, oui. Et si je peux ajouter une dernière chose sur Mbappé, vraiment 30 secondes, je pense que même un an de prolongation, ça ne suffira pas parce qu'on rappelle que si le Qatar le veut en tant que joueur du PSG pour le Mondial 2022, il faudrait qu'il prolonge de 2 ans parce que ça se joue en hiver.
Donc, s'il est prolongé. Ah non, je dis des bêtises, pardon. Non, oublié. Non, je pensais qu'il entend fin de contrat là. Mais oui, je suis bête. Et surtout que la Coupe du Monde, c'est dans 1 an seulement. Ouais. Oui. Moi, je pensais que, tu vois, je me projetais à l'été prochain. Mais non, j'allais dire une bêtise. Donc, tu peux conclure, Hugo, pardon. Clément, tu veux ajouter quelque chose pour terminer Non, mais en fait, je suis d'accord. Ah, nous de Cavani, dis-nous que tu veux qu'il revienne, c'est tout. Allez, dis-le. Mbappé, c'est pas Cavani, c'est ça que tu veux dire. C'est très bien que je vais me faire insulter à cause de ça. Non, je suis d'accord avec Yacine sur le côté robot, et sur le côté son image compte, mais je pense qu'il a tort. Je pense qu'il a tort et qu'on juge beaucoup un joueur à l'issue de sa carrière, et je pense que ça comptera, et je pense que ça compte si jamais ça se finit mal au PSG, je le souhaite pas, mais si ça se finit mal, on en reparlera, Yacine, mais tu verras que ça restera une tâche sur son CV, alors qu'il avait tout pour que l'histoire soit vraiment utopique et très belle, quoi. Ah, mais ça, on est d'accord. oui, voilà. On est d'accord sur le fait que qu'on partage pas, enfin que Mbappé il est dans sa logique, etc. de carrière, mais que nous on peut penser qu'il a tort dans sa stratégie. Voilà. Oui, parce qu'il y a toujours le côté humain. Ce que je dis toujours sur Maradona, c'est que Maradona, il a beau faire plein d'erreurs, son côté humain, il a pris le dessus, il a été aimé par les gens parce qu'en fait, c'est un être humain. Moi, je pense qu'Mbappé, en fait, s'il disait clairement les choses, je pense que les supporters lui en voudraient beaucoup, beaucoup moins. S'il dit, voilà, écoutez, moi, j'ai passé 4 ans au PSG, j'ai fait finaliste, demi-finaliste, j'ai envie d'aller voir à l'étage au-dessus, j'ai envie de m'éclater dans le championnat en Liga ou ailleurs. S'il disait ça, il dit, voilà, je ne vais pas partir libre. J'ai besoin d'un nouveau challenge. Voilà, et surtout s'il dit, voilà, vendez-moi cet été, que je m'y retrouve, le PSG s'y retrouve. Et là, crois-moi que les supporters, voilà, il serait triste, mais il dit, voilà, c'est un bonhomme, il a été honnête, il a dit les choses. Exactement. Et c'est ça, moi excuse-moi, en tout cas, moi, je n'en voudrais pas s'il venait en conférence de presse, il dit, voilà, j'ai passé 4 ans, j'ai un rêve, c'est d'aller jouer au Real, mais je veux que le PSG s'y retrouve. Voilà, mettez-vous autour d'une table, discutez, et si on trouve un accord, eh ben chacun sera content. Et voilà, c'est malheureusement le manque de communication qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, tu l'as dit Yacine, notamment sur les réseaux, il est pris à partie parce que on a l'impression qu'il n'est pas honnête, il n'est pas clair. Alors s'il était clair, je pense que tout le monde serait content. Et avec l'argent que tu récupères, tu peux peut-être aller chercher un Haaland, je ne sais pas, ou un jeune espoir, pareil. Même si Haaland, je crois que je ne pense pas qu'il viendra au PSG. C'est Mino Raiola, hein, son entraîneur, son agent. Peut-être réussira-t-il à le convaincre de venir au PSG, mais je pense qu'Haaland, je pense qu'il va voilà. Je pense que ce sera l'Espagne ou l'Angleterre, mais je pense que la Ligue 1, ça va être compliqué. Mais bon, si tu récupères entre 150 et 200 millions pour Mbappé, honnêtement, tu as quand même les moyens de faire venir 2-3 bons joueurs. En tout cas, de toute façon, on retombe sur nos pattes par rapport à tous les arguments qu'on dit depuis tout à l'heure. Le principal dysfonctionnement sur le dossier Mbappé, c'est le manque de clarté. Si les positions étaient claires de chaque côté et qu'il n'y avait plus qu'à trouver un accord, on n'en parlerait même pas là, parce qu'on saurait qu'Mbappé veut partir et que le Real veut acheter. Sauf que là, personne ne parle. Chacun fait des fantasmes de son côté, chacun dit qu'il a une info ou tel truc, et au final, personne ne sait. Donc, le manque de. Mais c'est même pire, Hugo. Tu as l'impression que le PSG a peur de parler. Tu vois ce que je veux dire, Hugo? Tu as l'impression que le PSG, il a peur de s'exprimer. Alors que non, c'est toi son employeur, c'est toi qui le paye. Parle, mets-lui un coup de pression dans la presse. Dis-lui, tu vois, fais quelque chose au lieu de dire ce qu'a dit Nasser. Bah, évidemment, ça a dû agacer le clan Mbappé quand il dit oui, de toute façon, il partira pas. T'imagines dans tête Mbappé, c'est dire ah ouais, donc ils veulent me faire comme Verratti, quoi. On va me mettre dans une cage dorée, j'aurais plus le droit de partir. Il ne faut pas s'étonner qu'après, lui, il se dise il n'a pas trop envie de prolonger, tu vois. Mais voilà, il faut aussi il faut une vraie stratégie de communication de la part du PSG. Et à mon sens, il n'y en a pas, que ce soit du côté de Nasser El Khelaifi, le président, et aussi du côt du clan Mbappé. Et ça, le problème, c'est que en fait, le clan Mbappé est plus puissant que le club. Et peu importe. Aujourd'hui, oui. Le discours de Nasser El Khelaifi sur l'institution qui est au-dessus des joueurs, on voit que non. C'est que le clan Mbappé est plus fort dans les négociations que l'ensemble du club en lui-même et qu'il y a beaucoup trop d'enjeux pour s'exprimer et dire s'il veut partir, il part. Et à eux de trouver un accord avec le Real. Parce qu'Hugo, il a une grosse valeur financière, il a aussi une grosse valeur en termes d'image. Et ça, j'ai l'impression que Nasser, le Qatar ne veut pas le lâcher tant qu'ils n'ont pas passé cette Coupe du Monde. Ils le veulent absolument sous ses couleurs parce que ça leur donnerait une visibilité incroyable. Alors, je ne dis pas qu'ils en auront pas sans Mbappé, tu vois. Mais pour eux, on a l'impression que c'est voilà, ils veulent quitte à ce qu'ils le perdent gratuitement. Et moi, voilà, ça me fait un peu peur. Alors que logiquement, tu devrais dire non. Voilà,
telle date, tu ne nous as pas donné de réponse. Ok, dis-nous avec qui tu veux qu'on discute, et on discute. Et je pense, encore une fois, les supporters ne lui en voudraient pas si c'était beaucoup plus clair que ça. Mais les supporters ont l'impression d'être pris un peu pour des cons. Tu parlais des déclarations tout à l'heure, oui, je rêve de gagner. Alors, il faut savoir que cette déclaration elle a été faite la dernière semaine de championnat, voilà, la semaine qui précédait le dernier match de championnat. Et qu'entre-temps, et juste après, il y a eu les déclarations de Nasser qui a dit que de toute façon, jamais il partira, etc. Donc voilà, et c'est vrai que le timing, le sortir là, je ne sais pas si c'était une stratégie de com pour le PSG, mais voilà, au niveau. Alors, c'est l'équipe qui parle de ça, qui dit que. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, hein. Honnêtement, je ne sais pas s'ils étaient contents, pas contents, mais voilà, c'était il y a presque 2 mois maintenant, les déclarations, et entre-temps, il s'est passé des choses, ou peut-être qu'il a vu des choses qui lui ont déplu, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on a l'impression aujourd'hui que c'est le clan Mbappé qui a la solution entre les mains et pas le club, alors que ça devrait être le contraire. Ouais, exactement. Belle conclusion pour terminer sur le dossier Mbappé, dont on reparlera. Je te remercie. Merci Mousse, merci Yacine et merci Clément d'avoir été avec moi pour ce podcast, pour parler de la défaite du Paris Saint-Germain contre Lille hier et sur le dossier Mbappé qui alimente évidemment beaucoup les rumeurs et le transfert de cet été 2021. Merci à tous de vous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo si le contenu vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. D'ailleurs, on a dépassé les 20 000 abonnés, Mousse. C'est vrai, on n'a pas parlé. Je suis très très content. C'est grâce à vous, c'est grâce à tous les gens qui nous supportent, qui nous regardent. Et c'est vrai que 20 000 abonnés et en moyenne 10 000 vues par podcast, merci beaucoup. Moi, je ne pensais pas qu'on arriverait à ce stade si vite, pourtant avec très peu de moyens. Donc, on espère avoir un peu plus de moyens pour vous offrir, pourquoi pas, une émission en plateau. En tout cas, moi, c'est mon but cette saison. Je vais tout faire pour. Maintenant, on croise les doigts et c'est en likant et en vous abonnant, c'est ça qui nous aidera justement à peut-être avoir un peu plus de moyens pour vous proposer. C'est déjà une émission de qualité, on ne va pas se le cacher, mais peut-être avec des moyens autres et pour mettre encore plus en avant et valoriser, comme on valorise un joueur, valoriser le podcast avec peut-être une émission en plateau. En tout cas, on croise les doigts et on va tout faire pour. Un plus bel emballage, un plus beau papier cadeau. Voilà. À l'intérieur. Là, je voulais juste dire merci aussi à tous les gens qui commentent et qui débattent, parce que je trouve quand même on a beaucoup de commentaires positifs, on a beaucoup de débats tranquilles, parce que nous on a l'habitude aussi de relever les 2-3 qui nous font mal à la tête, mais il y en a plus de 100 qui sont très positifs, donc aussi les remercier aujourd'hui, parce que d'habitude on parle des mauvais. Donc aujourd'hui, voilà, leur dire franchement c'est bien, parce que les débats sont plutôt posés, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de mecs qui viennent... Bon, par un ou deux toujours, mais voilà. Merci en tout cas à tous. Ouais. Justement, s'il vous plaît, pas d'insultes sur Cavani. Vraiment, il n'est plus là, on s'en fout. Ça fait 2 ans qu'il n'est plus là. Laissez-moi tranquille. Je suis là une fois par mois. Donc... Quand Clément est là, il y a les retours des haters. Ah, mais Clément, moi, je suis avec toi. J'adore Cavani. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème. Voilà. Voilà. C'est un joueur que j'ai kiffé, que j'ai beaucoup d'estime pour le joueur encore aujourd'hui. Et c'est vrai que quand je le vois se faire insulter, je ne comprends pas beaucoup, honnêtement. Non, en plus, si on avait Cavani avec Hakimi qui centrait vraiment. Aïe. Arrête, t'es en train de faire saliver Clément, là. On arrête le podcast. Bon, en tout cas, merci pour vos nombreux messages, commentaires, comme disait Yacine, et likes, etc. Et continuez du coup à le faire si vous voulez avoir du contenu encore plus de qualité, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube de Paris United et sur le site de Paris United, toujours avec les excellents articles de Yacine notamment. Merci à vous de nous avoir suivis et puis on se dit rendez-vous au prochain podcast. Salut à tous. Ciao. Ciao.